Donc, bonjour, ça va bien? Salut, ça va toi? Ça va bien. Donc, on va commencer par Hippolyte, je t'appelle? Ouais, Oui, Hippolyte, oui. Ok, absolument. ok, ok, parfait. Donc, on va commencer par, est-ce que tu pourrais répondre à la question, c'est qui Hippolyte? C'est qui Hippolyte? Hippolyte, il est né après un événement qui a été compliqué parce qu'il ne pouvait plus porter le même nom et prénom. Donc du coup, il a dû se trouver une sorte d'identité et ça a été Hippolyte par peur en fait bah, très honnêtement, en fait, c'est par peur de représailles, finalement. Parce que la personne qui m'a fait du mal, ben, elle savait comment je m'appelais, elle connaissait mon nom, elle connaissait mon prénom, elle savait où j'allais dans mon voyage. Et j'ai jamais été à l'aise vraiment à ce que sur les réseaux sociaux, qui est mon nom et mon prénom et mon nom. Donc ça a un petit peu commencé comme ça, que Hippolyte, il est né. Hippolyte, ça a été la première fois que je suis monté sur scène devant plus de 500 personnes. J'avais 16 ans, je crois, et, et mon personnage s'appelait Hippolyte. Donc je trouvais que c'était un bon retour, je sais pas, un bon retour à cette petite source-là. Et c'est ça. Donc Hippolyte, il est maintenant... c'est qui? C'est un artiste multidisciplinaire qui habite à Montréal et qui continue de voyager avec un seul but, c'est faire sourire un maximum de gens. Donc il garde le même but que depuis qu'il a 5 6 ans, sauf que il le fait avec un autre nom. C'est pas mal ça. Puis, raconte-moi un peu de ton enfance. T'es né où? Comment ça a commencé cette envie de faire sourire le monde? Parle-moi Euh, un peu de toi là-dessus. ok, bah dans le fond, moi j'ai grandi dans une famille avec des parents qui étaient charcutiers dans un tout petit village en France. Vraiment un tout petit village. Puis mes parents, ils travaillaient énormément. Ils travaillaient vraiment beaucoup. Ils se tapaient vraiment des grosses horaires parce qu'en plus d'être charcutier, ils faisaient du traiteur. C'est-à-dire que les samedis, dimanches, les baptêmes, les mariages, les enterrements, les anniversaires, c'était vraiment beaucoup de travail. Donc du coup, j'imagine que ça a certainement commencé un peu là le besoin d'attention parce que les parents travaillaient énormément et on n'a jamais manqué de rien. Ça a toujours été parfait, il n'y a vraiment pas eu de...
Mais c'est vrai qu'une petite carence en affection, c'est sûr qu'elle était là, c'est clair. Donc du coup, moi, je cherchais de l'attention. Et puis c'est encore c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. C'est sûr que j'ai besoin d'attention. J'aime en avoir. Puis j'aime créer des sourires. Donc moi, j'ai commencé quand on est fils de commerçant avec mon frère et ma sœur. On travaille très très tôt. Donc dès qu'on a l'âge de tenir un chiffon pour essuyer la vaisselle, pour aller dans les mariages, pour monter les assiettes, pour faire plein d'affaires, on y va. Donc ça commence certainement vers 9 10 ans à peu près. Et c'était très cool, c'était vraiment le fun. Genre j'aimais vraiment ça, parce qu'il y avait aussi une atmosphère de je peux me lâcher, je peux me coucher. Mes amis ils étaient à 11 heures, faut qu'ils se couchent là, quand à cet âge-là. Mais moi, à 2 heures du matin, j'étais encore dans les mariages, les baptêmes et tout ça. Et je dansais, j'avais vraiment une grosse énergie, puis j'aimais beaucoup la partager, puis essayer de faire rire. Ça a toujours été le but ultime. Donc j'ai vraiment grandi dans cette famille-là où le travail était vraiment important. Euh, Pas de culture tant que ça. C'est pas méchant pour mes parents, c'est juste que ils ont grandi dans des fermes. Mon père, il a appris son travail parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que son père lui a dit à 13 ans, il manque un charcutier au village, vas-y. Mais mon père, il a jamais voulu faire ça. Donc, on n'est jamais allé dans un musée, on n'est jamais allé voir un concert, ça n'a jamais été une priorité dans la vie, là, même le cinéma, c'était pas ça. Donc on a grandi un petit peu dans cet univers-là, mais c'est ça. Mais quand même rempli avec. On sait que les parents, ils étaient pas forcément à l'écoute de nous à cause du travail, mais ils ont fait du mieux avec ce qu'ils ont pu. Donc j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, parce que ça a été très compliqué. J'ai été un enfant très compliqué, surtout entre, entre 13 et 18 ans. C'est une longue Dans quel période. sens compliqué? Ben, compliqué parce que j'étais curieux, parce que je voulais pas apprendre. Je voulais apprendre de la façon dont moi je voulais apprendre. Donc à l'école, j'étais un cancre, mais j'étais pas. Les profs m'adoraient, mais j'étais un cancre. J'étais. J'aimais beaucoup. J'aimais les cours, je trouvais ça super intéressant. Je posais des bonnes questions, j'étais attentif d'une certaine façon. Donc ils me trouvaient cool parce que je mettais des points d'humour à la bonne place sans être irrespectueux, en mettant une bonne atmosphère dans le cours et tout ça. Mais euh, dès qu'on devait être noté, le principe de notation, j'ai jamais compris. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Toute la compétition, tout ça, j'ai trouvé ça, je sais pas, c'était pas adéquat pour moi. Puis même je trouvais pas que ça formait des bonnes personnes, genre d'être compétitif. Donc dès qu'il y avait des notes, des contrôles, des concours, des choses à faire, moi je faisais rarement mes devoirs, très très rarement, parce que mes parents vérifiaient pas s'ils travaillaient. Donc, euh, donc, euh, donc du coup c'est ça. Mais on n'a jamais manqué de rien, il y a toujours eu de la nourriture à profusion, on pouvait manger ce qu'on voulait. Si jamais on voulait aller, tous les ans on allait au sport d'hiver, tu sais, c'est pas rien, tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis qui avaient les moyens financiers d'aller faire du ski ou du snowboard, tu sais, dans les Alpes là. Mais tous les ans on y allait. On allait une semaine à la mer tous les étés. Tu sais, j'étais vraiment pas à plaindre du tout. Mais c'est ça. Mais on a grandi vraiment dans cet univers où le travail manuel est important. Mon frère, maintenant, il est boulanger. Mes parents étaient très satisfaits qu'ils partent dans la boulangerie. Vraiment, vraiment très satisfaits. Ils étaient beaucoup moins satisfaits que je me dirige vers le cirque, par Ah, exemple. Mais c'est parce que dans leur mentalité, ça fait peur. Ils veulent que tout se passe bien pour leurs enfants, puis ils veulent qu'on manque de rien, puis on va se le dire, oui, le métier artistique, c'est pas forcément la chose où tu es sûr que tu vas manger à la fin du mois tout le temps, tu vois. Mais c'est ça. Donc, ouais, une enfance gentille, remplie d'énergie, parce que j'ai des parents ils ont beaucoup d'énergie. Donc, ils sont même un peu hyperactifs. Donc, ils travaillent vraiment beaucoup. Puis, euh, puis, euh, puis quand ils travaillaient pas, il fallait quand même qu'ils invitent du monde à la maison le dimanche après-midi. Euh,
un autre détail quand même très 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 important finalement par la suite, c'est que ils n'étaient pas forcément très croyants, mes parents. Ils n'étaient pas pratiquants, mais ils étaient quand même croyants parce que fallait être croyant. Donc en catholicisme, je parle. Et du coup, moi, depuis que j'ai 5 ans, j'allais à la messe. Donc j'ai commencé à aller à la messe très très tôt. J'ai été enfant de chœur pendant 10 ans. J'ai fait plein de pèlerinages. J'étais allé à Lourdes, j'étais allé voir Jean-Paul II à Rome. Enfin, puis j'y croyais vraiment beaucoup. J'aimais vraiment ça, aller à la messe le dimanche matin. Je trouvais que c'était beau, je trouvais que c'était intéressant. Puis quand j'étais enfant de chœur, j'étais un des seuls à écouter le sermon. C'est rare. Il y en a plein qui s'endormaient dans les enfants de chœur, je parle. Évidemment, les gens à l'intérieur qui écoutaient le prêtre, je sais pas, je les regardais pas forcément, mais dans les enfants de chœur, les gens ils se pognaient le cul, là, ils s'en foutaient, là, genre, ils étaient vraiment genre, on n'écoute pas. J'ai même eu un ami à un moment donné qui a sorti une Game Boy. Ok. Alors là, je dis Game Boy, là, oui, je suis un peu vieux, là, parce qu'il n'y a plus de Game Boy vraiment, là, mais il a sorti sa Game Boy. Je vais pas dire son nom, là, mais en tout cas, je me rappelle vraiment de ce jour-là. Donc, et moi, je trouvais ça cool, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça fou aussi, toutes les valeurs qu'on peut inculquer dans une religion. Et j'ai vraiment grandi dans la religion catho, euh, où ça a été un point où c'était sur la petite Main Street, là, genre, dans la ville de Sonnonche, là où j'ai grandi, puis on avait un charcutier, puis juste à côté, il y a le boulanger, juste à côté, t'avais... Et puis, des fois, j'allais voler un bonbon dans la boulangerie, mais en allant voir le prêtre, je le mangeais, puis j'allais me confesser. Tu comprends? Tu sais, c'était vraiment genre, fallait se confesser, tu sais. Mais, euh, Mais mais, t'étais-tu dans une culture de culpabilité, des fois? ben, Jésus, oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est genre, c'est ce qui nous a. Tu grandis là-dedans, quand t'es genre le pécheur, il a donné sa vie pour nous, vas-y, paye ta culpabilité, regarde les gens qui sourient à l'église, ben, il y en a pas. Enfin, tu sais, genre, moi, j'en voyais pas. Fait que je trouvais ça un peu triste, mais en même temps, j'imaginais que ça devait faire du sens. Puis tu sais, quand j'ai eu 16 ans, j'ai lu Siddhartha, j'ai lu quelques Talmuds, j'ai lu, pas entièrement, mais pas loin, le Coran, j'ai lu plein d'affaires, et ça m'a ouvert à tout, en fait, genre vraiment à me dire, my God, c'est... Oh, ok, il y a plein d'affaires finalement, c'est donc bien intéressant tout ça. Et j'étais dans une grosse posture aussi anti-parents. Donc, je suis rentré dans plein de drogues, vraiment beaucoup, beaucoup de drogues. Et, euh, et les parents ont trouvé ça difficile aussi, parce que c'est des parents qui n'ont aucune communication, rien du tout, là. Donc, du coup, bah, j'essayais d'avoir leur attention comme je pouvais. Quand je me faisais attraper par les flics et qu'il fallait venir me chercher chez les flics, bah, il y avait un appel au secours, mais c'est pas forcément à le dire, c'est pas moi qui allais le dire, puis c'est pas mes parents qui allaient le voir. Donc, Est-ce que tu penses qu'ils ont remarqué que tu essayais d'attirer l'attention de la mauvaise façon ou pas du tout? je sais ils voyaient pas ça dans ce sens-là, à ce moment-là. Tu sais, c'est des gens qui se posent pas forcément énormément de questions. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles bien. C'est important, c'est que ta famille aille bien. C'est important que tu saches, que tu apprennes le travail, l'importance du travail, l'importance de l'argent. Fait que c'est correct. Tu sais, c'est vraiment correct, je peux pas leur en vouloir parce que c'est parfait. Puis encore une fois, ils viennent d'un endroit où tu sais, ils ont fait vraiment des efforts par rapport à là où ils viennent. Tu sais. Puis imagine que moi aussi, je fais des efforts, puis ma fille aussi en fera. Enfin, tu sais, donc c'est juste comme. Non, ils se rendaient pas compte de ça. Je pense pas qu'ils se disaient, oh, il est en train d'attirer notre attention, c'est un appel au secours, on va l'écouter. Puis même toi, tu t'en rendais pas compte. Mais non, Qu'est-ce que mais tu non, faisais là? mais non, bien sûr que non. Moi, j'avais aucune idée. Moi, la priorité, c'est que je voulais faire rire les autres. Avec les drogues, j'y arrivais très bien, j'y arrivais presque mieux. Parce que moi, quand je fumais un pétard ou quand je buvais ou quand je prenais des extasies, n'importe quelle drogue, ça me... euh, en France, on disait ça me moutait pas. Au Québec, on dit pas mouter. Mouter, c'est un peu genre ça me... J'étais pas un zombie là. T'sais, genre, j'étais hyper actif. J'étais vraiment, vraiment speed là. Et encore plus que je suis d'habitude. T'sais. Du coup, il y avait des soirées où moi, on m'a proposé des drogues. C'était pas forcément des amis, c'est des gens que j'avais connus, mais qui se sont rendus compte que quand ils me donnaient des drogues, ils m'appelaient le marsupilami. Ok, c'était mon surnom là-bas.
Fait que je bondissais partout. Et j'avais une bonne rhétorique, j'avais une bonne réplique. Puis c'est ça. Donc j'étais très drôle. Puis les gens, ils trouvaient ça cool de m'avoir dans la soirée. Mais là, dans le temps, tu t'essayais-tu déjà de rentrer dans le cirque, dans l'univers de l'art et tout? Tu étais déjà en train de chercher ça. Mais dans le fond, moi, cet univers-là, je pense que j'ai jamais eu aucun autre désir, d'aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours voulu attirer l'attention. J'ai fait de la guitare très tôt, et pas dans le but d'être très bon, dans le but de montrer ce que je fais. Même si c'est pas très bon, je veux le montrer, je m'en fous. Et aujourd'hui, c'est même un peu ça encore. J'ai aucune, j'ai pas d'attirance envers la persévérance. Je vois pas l'intérêt pour moi d'être très persévérant dans un domaine. Je trouve ça cool de savoir faire plein d'affaires différentes, mais d'être très très bon. J'admire ceux qui le font. Je suis vraiment admiratif de ceux qui sont juste jongleurs, par exemple. Ceux qui font vraiment juste de la jonglerie, qui c'est des super jongleurs. Waouh, mais j'ai aucun intérêt là-dedans. Donc, du coup, moi, très petit, je voulais faire des sketchs, fait que je voulais faire du stand-up. Et nous, on a une grande famille. C'est-à-dire que mon père et ma mère, ils ont beaucoup, beaucoup de frères et sœurs. Fait que quand on a des réunions familiales, on fait pas ça à la maison. On loue une salle des fêtes. Une énorme salle des fêtes parce qu'on est 250, là, genre. Et, euh, et j'ai commencé, moi, quand j'avais 11 ans. Quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à reprendre un sketch. Et je voulais le faire parce que dans les salles des fêtes, tu as des petites scènes. Et c'est là que les gens présentent leur repas, ou en tout cas, font des chansons avec la guitare. Et moi, je voulais faire un sketch. Donc j'ai commencé à faire un sketch. Et finalement, ça a donné que j'ai toujours fait ça à chaque repas de famille. Donc moi, mes premiers spectateurs, j'avais 11 ans. Et je le faisais peut-être deux, trois fois par an, je pense. Et je devais apprendre le sketch de quelqu'un. Donc j'écrivais pas mes sketchs, je reprenais Muriel Robin, Anthony Cavana, Danny Boone, je reprenais Pierre Palmade. Tout ça, c'est des artistes avec lesquels j'ai grandi, que j'admirais énormément. Et, euh, et surtout un qui a changé ma vie et qui est québécois. À l'époque, je savais pas qu'il était québécois parce que je l'entendais pas parler parce qu'il était mime un peu. C'est Michel Courtemanche. Donc quand j'ai vu Michel Courtemanche pour la première fois à la télévision, il performait à Berlin, je crois. Et j'ai vraiment pointé la télé du doigt en disant Oh my god, c'est ça que je veux faire. Je veux faire rire, je veux utiliser mon corps, je veux faire du mime, mais en même temps, je veux utiliser des onomatopées, des bruitages, du beatbox, des affaires de même. C'est quelque chose qui me correspondait. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas mal ce que je fais quand même. Même honnêtement, l'intérêt, je pense qu'il a commencé quand j'avais 5 ans, parce que quand t'es enfant de chœur, à l'église, t'es sur la scène. Fait que j'avais encore plus d'intérêt à aller à la messe depuis que j'étais enfant de chœur. Je le sais, c'est sûr, je sais très très bien. Parce que tu sais, quand t'es enfant de chœur, tu peux être un enfant de chœur, tu sais, mettons on est 10, tu vas avoir un acolyte, un turiféraire, deux cérémoniaires. Fait que ça, c'est des termes qu'on utilise. Le turiféraire, par exemple, c'est celui qui va prendre l'encens. Il va être en charge de l'encens pendant toute la cérémonie. Euh, euh, le cérémoniaire, c'est celui qui va être aider le prêtre. Fait que c'est comme le poste le plus prestigieux quasiment, tu sais, genre, c'est souvent les plus vieux qui font ça. C'était-tu toi, ça? Après, oui. Ok. Oui. Mais au début, je te dis, j'étais pendant 10 ans. Donc, j'ai commencé tout au bas de l'échelle, d'une certaine façon. Donc, je faisais pas grand-chose. Tu sais. Je faisais la petite prosternation au début. Tu sais. Mais c'est ça. Mais le cérémoniaire, il avait le droit de sonner la cloche pendant pendant la présentation de l'hostie, la présentation du vin, pendant tout ça. Le turiféraire, c'était cool parce que tu avais un accessoire. C'était c'était vraiment cool d'avoir un accessoire, fait que tu t'en occupes, puis du coup tu avais de l'attention, plus t'es un accessoire. Les autres enfants de cœur, c'est ça, plus t'es petit, plus t'as pas trop de grade. Donc moi je sais vraiment que j'aimais beaucoup être enfant de cœur, j'aimais mettre mon aube, j'aimais faire tout le tour de la messe au début de la cérémonie, puis refaire le tour de cette église-là pour revenir dans la sacristie, parce que les gens nous regardaient. Je pense que ça m'a. J'aimais beaucoup Jésus, je trouvais ça super ce qu'il nous disait, mais je trouvais ça vraiment cool le fait d'avoir de l'attention. Ok, donc ça commençait là. Ouais, c'est sûr que ça a commencé là. Puis il y a un autre truc qui a commencé là, et je remercierai jamais autant l'Église. Aujourd'hui, je suis agnostique, hein. J'y crois absolument plus. Je suis vraiment agno, mais c'est juste que je pourrais pas dire merci. Je suis obligé de dire merci à l'Église parce que c'est là que j'ai appris à chanter. C'est à 5 ans que j'ai commencé à chanter. Parce que
parce qu'on était à l'église, parce qu'il y avait tous les cantiques, parce qu'il y avait tous les chants grégoriens, parce qu'il y avait plein de chants différents. Et moi, j'étais assis souvent à côté de la chorale et ben, j'essayais de faire ce qu'ils faisaient. J'essayais de prendre, de faire les harmoniques, j'essayais de faire tout ça. Et c'est vraiment là que moi, la chanson, ça a commencé. Ok, puis là, tu as commencé à faire tes actes quand? Tes propres actes de mime ou... Ah, ça a été long. J'ai imité beaucoup avant de faire moi mes propres numéros. Moi, mes propres numéros, c'était quand je suis arrivé au lycée. Donc j'avais 15 ans, je pense. Ouais, j'avais 15 ans à peu près. Donc là, c'était le début du lycée. Et puis j'ai fait des rencontres. J'ai eu des super belles amitiés, des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui, d'ailleurs, au Québec, parce qu'il y a des gens qui sont venus au Québec. Et voilà, on a commencé à improviser, j'ai fait de l'impro théâtrale, on a commencé à faire de la musique ensemble, à mélanger la musique avec un petit peu d'humour. J'ai commencé à marcher sur les mains. Donc là, le cirque, il a commencé. Moi, c'était tout début du cirque. J'ai commencé à faire du diabolo quand j'avais 13 ans ou à jongler avec des balles quand j'avais 13 ans. Merci ma sœur. Merci ma sœur parce que c'est elle qui m'a amené cette culture-là. C'était pas mes parents qui allaient m'offrir ce genre d'accessoires et de discipline-là. Donc si j'ai fait de la guitare, c'est parce que le petit ami de ma sœur faisait de la guitare. J'ai commencé à... En tout cas, oui, elle m'a offert un diabolo, j'ai commencé à faire du diabolo. Mon premier concert que j'ai vu à 12 ans, c'est ma sœur, je crois, qui me l'a offert, avec mon frère peut-être. Puis c'était Ben Harper, tu sais, genre à Bercy, à Paris. Enfin, tu sais, t'imagines. Fait que, tu sais, genre, la culture, moi, c'est vraiment ouvert parce que ma sœur, elle était en art à ce moment-là, à Paris. Et voilà, elle avait une belle ouverture artistique et culturelle. Donc, c'est elle qui m'a vraiment amené ça. C'est vraiment ma deuxième maman. On a 9 ans de différence. Elle m'a torché le cul, là, tu sais, genre, c'est vraiment ma deuxième maman. Mais t'étais pas gêné, des fois, de te présenter devant du monde, t'avais sérogène tout le temps? Non, ça, je suis vraiment chanceux. Non, j'ai pas trop de gêne. Non, c'est pas, j'ai Tant pas de mieux. boule au ventre. Bah, tu sais, il y a des fois où c'est pas compréhensible, mais moi, avant un spectacle de cirque, j'ai jamais de boule au ventre. J'ai jamais de peur. J'ai jamais de. Puis, même si c'est la première fois que je fais le spectacle. Tu sais, parce que tu fais beaucoup de créations dans la vie, puis du coup, là, c'est la première fois que tu joues devant des gens. Ben, je sais pas pourquoi, je suis super chanceux. J'ai rien. C'est comme si je m'en foutais, en fait. Mais c'est tellement bon, ça. C'est C'est parfait. c'est pratique, C'est c'est pratique. cool. Du coup, enfin, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent si t'as pas le tract, t'es pas un vrai artiste. Je suis comme, bon, ben, peut-être que je suis pas un vrai artiste, je sais pas. Mais par contre, en musique, là, j'ai une boule au ventre énorme. À chaque fois que je faisais des concerts, j'ai une grosse boule. Puis tu vois, là, je reprends la musique, tu vois, ça fait 6 7 ans que j'ai pas fait trop de concerts. Je faisais vraiment juste du cirque. Et là j'ai fait de la musique dernièrement dans les festivals, puis ah ouais, ouais, ouais. T'es- C'est tes textes à toi, c'est ta musique. Tu peux pas rebondir comme en cirque si jamais tu jongles et puis tu drops ta quille ou je vais mettre de l'humour là-dedans, je vais mettre du mime, du clown, je vais faire une acrobatie, je vais trouver une échappatoire pour que personne y voit que du feu, enfin, tout le monde y voit que du feu puis que ça se passe bien. Mais si tu fais une fausse note, si tu oublies tes textes, surtout quand tu dis des trucs un peu profonds, genre des textes un peu difficiles à sortir, quand tu rappes et que t'as pas le bon flow parce que t'as une boule au ventre, ça c'est difficile. Mais sinon, vu que je fais principalement du cirque, là, donc je suis chanceux, j'ai pas de gêne. Oh, mais t'es chanceux. Parce que je pense que ça, justement, ça te permet de performer d'une meilleure façon. Si t'es pas gêné, si t'as pas cette boule au ventre. Je sais pas, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Parce qu'il y en a. En fait, des artistes que je rencontre moi dans la vie depuis le début, il y en a beaucoup qui ont cette boule au ventre. Même si ça fait 50 fois qu'ils font le même spectacle, avant de monter sur scène, ils ont cette boule au ventre-là. Peut-être que ça les nourrit, peut-être que ça les aide, ça leur met une sorte de pression, puis dès qu'ils mettent le premier pied sur scène, il y a quelque chose qui explose, et du coup ils sont comme... Ah. Moi, le plus difficile, comme j'ai dit, dans ce métier, je trouve pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est quand tu vas pas bien et que tu es en stand-by 1 minute.
T'as une salle de 500 personnes qui est remplie, qui a acheté son billet, ils attendent, puis là, t'es tout seul sur scène, et une minute avant le, le- 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 le lever de rideau, là, genre, t'es en crise d'angoisse parce que la vie, t'es juste comme tu vas pas bien, parce que tu repenses à tes traumas, parce que la vie, quoi. Donc, c'est la chose la plus difficile ever, je trouve, dans ce métier. Sinon, tout est juste merveilleux. Tout est parfait. Que ce soit les rencontres, les créas, les tournées, les spectacles, euh, les entrevues, tout, je trouve ça génial, c'est parfait, je changerai rien. Mais ça, c'est difficile. Trouver l'énergie d'aller sur scène alors que tu viens de faire une crise d'angoisse, que tu es en train de trembler, que tu as pleuré toute ta vie, et qu'il y a quelqu'un, il y a ton régisseur qui vient frapper à ta porte en te disant stand by une minute, faut que tu sois sur scène, et que tu dises ouais, ok, ouais, allez, let's go. Ouah, ça c'est difficile. Comment tu fais? Bah, tu le fais, t'as pas le Tu choix. fais. Ça t'a déjà arrivé plusieurs fois, Plein de fois. j'imagine que Ouais. t'es habitué, là, parce que la vie, elle arrête pas. La vie, elle n'arrête pas, mais moi, c'est souvent le même trauma. C'est à cause du même problème qui fait que j'ai. Bah, souvent, quand même, non, quasiment tout le temps, en fait. Qui fait que j'ai mes crises et je les gère bien, beaucoup mieux qu'il y a 14 ans. Tu sais, genre, j'arrive à les maîtriser quand même, mais ça me prend un peu de temps. Ça me prend des respirations, ça me prend d'être allongé, ça me prend d'écouter mon corps, ça me prend de. Et des fois, il y a des. Tu sais absolument pas pourquoi elles pop. Ces crises-là sont capables de te sortir de ton corps à un moment où genre, non, 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 fais pas ça là, faut que je travaille, moi. Tu sais, il s'en fout ton corps là. Tu sais, c'est comme des fois de pleurer. Moi j'adore pleurer, je trouve ça trop cool de pleurer. C'est pratique, c'est efficace. Mais c'est bon de sortir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Parce que quand on les garde, ça commence à peser. Ben Tu ouais, sais, ouais, ouais, ouais. Puis mais c'est pour ça, tu sais, genre, moi, il y a des fois, tu sais, les pleurs, c'est pas forcément péjoratif, hein. Pleurer, moi, je le sens des fois quand je suis peut-être un peu fatigué ou j'ai trop accumulé quelques affaires. Tiens, faudrait que je pleure. Tu veux que je te donne une technique? J'ai une super bonne technique pour ça, là, genre. Tu sens que tu veux pleurer, mais tu sais, des fois, ça sort pas forcément ou quoi, là. Tu mets le film Up, ok? Là-haut, là, genre le Pixar ou Disney, je sais plus trop. Et t'écoutes les 7 premières minutes. Tu vas chialer ta vie, là, genre. Puis après, hop, tu mets pause, puis tu passes à autre chose. Mais tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Fait que je le fais souvent, ça. Tu sais, genre, je sais que ça monte, là, j'ai besoin de pleurer. puis avec le même film, Toujours ça le même. marche encore. Toujours le même. Ça fait des années là, maintenant que j'utilise cette technique-là. C'est hop, quoi. Donc, tu sais, genre, il y a quelque chose de très triste, mais il y a un côté très. Putain, c'est la vie, quoi. Tu sais, donc, tu sais, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Tu sais, c'est pas toi qui vas changer ça. C'est comme ça, c'est inscrit ou ça va être inscrit. Fait que du coup, tu sais, ça te remet un petit peu sur terre aussi. Tu sais, puis tu relativises un petit peu. Et puis tu te dis, ah, ok, ouais, bon, machin. Tu prends un grand respire et puis, ok, let's go. Et là, tu te mets des Beastie Boys, là, puis tu danses, là. Je sais pas, tu sais, tu te mets de musique, là, puis c'est reparti. Mais ça fait du bien de pleurer, il faut pleurer. Les gens pleurent pas assez, je pense. C'est juste complètement normal de pleurer, là. Fait que, ah ouais, écoutez, hop. En plus, pour les hommes, il y a un petit peu plus de pression, hein, pour ce qui concerne Ouais. pleurer et tout ça. Montrer les émotions, sortir qu'est-ce qu'on Mm. a à l'intérieur. Est-ce que C'est tu as ressenti pathétique. déjà cette pression-là de la part des autres envers toi? C'est pathétique. J'essaie de jarter, moi, d'enlever le pathétique le plus loin possible de moi, là. Moi, je m'en suis toujours foutu. En bon français, je m'en bats les couilles. Vraiment, honnêtement. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, mais on n'a pas le choix de vivre un petit peu dans le regard des autres des fois. Mais encore plus quand tu fais ce métier, tu sais, il y a des fois, bah oui, t'es dans le regard des autres. Fait que t'es dans une soirée, mais si jamais tu vas pas bien, mais les autres ils te reconnaissent comme quelqu'un de speed, de rigolo, t'es hyperactif. Ah tiens, Hippolyte, il va être là, ça va être rigolo, quoi. Mais des fois, t'es pas dans ce feeling-là, parce que je sais pas, non, t'es fatigué ou parce que je sais pas, tu reviens de tourner, il y a le décalage horaire ou des trucs comme ça. Mais tu sais très bien que si t'as envie d'être reconnu dans leurs yeux, c'est comme ça qu'il faut que tu sois.
Et finalement, il y a comme une sorte d'engrenage qui se fait que tu oublies un peu ta fatigue, tu oublies tes émotions, puis tu deviens ça. C'est spécial, c'est vraiment bizarre. Est-ce que tu trouves que tu continues à être toi-même ou que c'est comme si tu aurais différentes personnalités, tu la sors avec la personne que tu dois la sortir avec? Je sais pas si je m'explique Non, comme il non, non, faut, je comprends mais carrément. tu comprends ce que je veux dire? Ben, ça a changé. Ouais, tombe pas, reste avec nous. Euh, Dans le fond, quand tu te construis, tu sais, moi j'étais beaucoup plus dans le regard des autres, tu sais. J'avais besoin j'avais besoin de leur attention, puis j'avais besoin qu'ils me reconnaissent comme je suis. Donc du coup, c'était un sorte de cercle vicieux, tu sais. Avec le temps, avec l'âge, avec les expériences, non, tu sais, c'est bon. Tu sais, j'ai plus rien à prouver à personne, à part à prouver à ma fille que je veux être un bon père, tu sais, genre. Puis à mon amoureuse que je veux être un bon amoureux, tu sais. Le reste, tu sais, je m'en fous un peu, là. Donc, t'essayes des affaires, tu t'es plus dans une créa pour toi, à vouloir développer, à vouloir essayer de. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai plus rien à, tu sais, j'ai plus rien à perdre, je m'en fous un peu. Donc, tu sais, j'essaye pas d'être. Tu sais, je suis un fils de commerçant, en fait. Fils de commerçant, pardon. Donc, vu que je suis un fils de commerçant, c'est sûr que j'ai ce petit côté, genre, souriant. Tu sais, je suis jamais de mauvaise humeur, d'une certaine façon. Tu sais. C'est rare, tu sais. Ou alors, c'est si. À la maison, des fois, tu sais, je suis pas juste toujours tilili, mais tu sais, je suis fatigué, puis tu sais, je parle un peu moins ou des machins, mais du coup, c'est ma blonde qui en subit les conséquences. Mais en règle générale, je vais bien, puis c'est ça, fait que c'est comme ça que je suis. Donc, tu sais, si jamais je vais pas bien, je sais que euh, ça va pas être forcément positif que je sois juste comme, j'ai pas envie de parler, je parle pas. Parce que ça va juste me créer des barrières avec les gens. Quand j'ai compris ça, je suis comme, ok, ben, je vais pas forcément bien, mais tu sais, je vais parler pareil. Puis je vais quand même essayer de faire des blagues. Puis ça va juste amener du positif. Puis ça va m'aider à sortir de mon état. Je suis pas en train de mettre des œillères à pas vouloir écouter mes états, tu sais, genre, je le vis comme ça. Maintenant, je sais comment traiter mes états. Tu sais, genre, j'ai fait quand même beaucoup de thérapie pour essayer de comprendre comment je fonctionne. Donc, ça, ça n'a jamais de fin, évidemment, que je devrais continuer encore, mais maintenant, je sais comment, quand même, je sais comment je fonctionne, puis j'aime fonctionner comme ça. Donc, même si jamais je vais pas bien, c'est pas faire semblant de pas aller bien, c'est juste comme j'aime agir de cette façon-là parce que c'est ça qui va me surélever un peu. Tu sais, ça va me sortir, j'ai un besoin. Si je mets des pommettes en l'air, si je fais sourire, je veux dire, les gens en face de moi, ils vont me leur donner. Puis ça va m'aider, donc petit à petit. Donc, tu sais, d'écrire cette atmosphère optimiste et, euh, et tu sais, remplie de, je sais pas, remplie de gentillesse, remplie d'empathie, remplie de tout ça. C'est plus facile finalement que de me cloîtrer dans mon mal-être, à pas vouloir parler à personne, puis à être bougon, à être. C'est ça. Donc c'est la facilité que j'ai choisie en fait. Puis raconte-moi, comment tu as décidé de faire le tour du monde? À quel Hmm, âge? T'avais quel âge? 18, non? hmm. Quand j'ai fini mon lycée, hmm, quand j'ai fini mon lycée, je voulais être ébéniste. Je trouvais ça vraiment cool l'ébénisterie. Je trouvais que le bois c'était la plus belle matière du monde. Je m'attendais pas à ça. Mais dans le fond, c'est juste que je viens d'une famille très terre à terre. Donc, il y a une partie de moi avec un gros manque de confiance. J'ai toujours voulu être clown, j'ai toujours voulu faire du cirque, j'ai toujours voulu être musicien. Mais tu sais, j'ai pas des parents qui vont m'encourager à faire ça. Genre, jamais. Tu sais. Donc, du coup, tu passes par des étapes comme beaucoup d'artistes où tu te dis, bon, bah, est-ce que je devrais avoir un métier à côté et faire le pitre, tu sais, genre à côté, comme une passion. Donc du coup, évidemment que je suis passé par là, parce que j'étais pas très bon à l'école.
parce que j'avais pas de, tu sais, j'avais pas plein d'options. La seule option, c'est que j'étais doué manuellement. J'aimais faire des sculptures. Au lycée, je faisais des sculptures en argile, en métal, machin. Moi, j'ai fait un bac littéraire avec une option art plastique et cinéma audiovisuel. Donc, l'art plastique, ça m'a toujours. J'ai vraiment aimé ça. Très tôt, très jeune, grâce à ma sœur, encore une fois. Et du coup, je tripais sur la marqueterie et puis la sculpture sur bois. Donc, après le lycée, je me disais, bah, moi, je vais faire une formation en ébénisterie. Puis, tu sais, genre, comme ça, je vais être entouré de morceaux de bois, puis je vais sentir leurs odeurs, puis je vais être content, puis je vais sculpter des bois. Donc, je suis parti dans une formation d'ébénisterie en France. J'ai eu mon diplôme. C'est une petite formation en accéléré, là. J'ai eu mon diplôme, puis le but était de faire après les compagnons du Tour de France. Donc, en France, c'est une sorte de formation vraiment, je sais pas comment dire, là, éthique, basée sur plein de corps de métiers différents manuels. Tu peux avoir de la céramique, tu peux avoir de tapissier, tu peux avoir même du boulanger, tu peux avoir plein de métiers différents. Et eux, ils faisaient le tour de France. Donc tu pouvais aller d'un patron à un patron partout dans la France. Et ça, je trouvais ça juste merveilleux parce que j'avais envie de connaître la France, j'avais envie de connaître mon pays, j'avais envie de voyager. Et c'est ça. Donc je me suis dit, ok, bah let's go. Donc ouais, à peu près, je pense que c'est ça, j'avais 19 ans. 19 ans, j'ai commencé ça. Et puis, j'ai commencé, et j'ai arrêté 3 mois après. Non, à peine. Ben, parce qu'en fait, moi j'arrive dans ce genre de. Je vais pas dire une secte, parce que c'est pas une secte non plus, mais tu sais, quand tu arrives dans une formation où tout le monde mange ensemble, sur une énorme table, ou si tu es en t-shirt, t'as pas le droit de manger, il faut que tu aies un col. Même le col que j'ai aujourd'hui là, ça passe pas, parce qu'il faut un col. Tu comprends, une chemise ou un polo. Si jamais tu dis un gros mot, il faut mettre 2 francs dans la boîte, ou 2 euros. En tout cas. Il faut que tu demandes la permission avant de sortir de table. Tu vois, tous ces trucs-là, tu sais, on s'entend que moi, je viens d'un lycée, je faisais juste comme toutes les drogues possibles et inimaginables, les raves, les concerts, la musique, l'humour, j'avais les cheveux longs, je voulais faire de la guitare, mais je voulais faire de la sculpture. Fait que moi, j'arrive là-dedans, puis très honnêtement, je trouve ça très rigolo. Je trouve ça super rigolo. Ils me font tous marrer. Je me prends au jeu parce que je trouve ça que c'est un jeu, quoi. Et 2 fois, je fais quand même ma valise. J'étais à Angoulême, dans le sud, en France, là, sur l'île d'Épagnac. Et puis il y avait le big boss qui s'appelait le prévôt, où c'est ça. Il m'énervait un peu. Puis quand je le regardais dans les yeux, j'avais envie de lui dire, oh, je pense que je vais monter et faire ma valise, moi. Hop, donc là, je montais dans ma chambre, je faisais ma valise, puis après, je me disais, bah, allez, allez, je continue encore un peu. Ça faisait 3 semaines que j'étais arrivé. Et puis, 2 semaines après, j'ai refait ma valise encore une fois. Et puis, je fais, bah, non, allez, bon, allez, je suis capable encore. Fait que là. Puis, t'as les cours du soir. C'est beaucoup, beaucoup de travail quand même. C'est genre, les mysteries, c'était difficile, mais en plus, t'as les cours du soir, faut que t'apprennes à faire les fiches techniques, les dessins techniques, les machins et tout. Ça me saoulait parce que j'avais pas envie d'apprendre. Moi, j'aime apprendre quand j'ai envie. Et c'est le problème de mon éducation, enfin, à l'école, parce que j'adore apprendre. J'ai toujours aimé apprendre. Ça a toujours été cool. Mais oui, t'es super autodidacte. Mais c'est ça, c'est que j'ai aucune patience à apprendre. Tu sais, c'est pour ça que j'ai pas fait de formation en cirque, j'ai pas fait de formation en théâtre, en quoi que ce soit. C'est parce que j'ai envie d'apprendre, mais j'ai pas envie d'apprendre tous les mercredis de 9h à midi, quoi. C'est absolument impossible. Moi, la semaine prochaine, de 9h à midi, eh ben, je vais avoir envie de faire de la musique. Je vais avoir envie de prendre une grande balade, faire une grande balade. Donc, non, donc c'est pour ça que j'ai jamais été très bon à apprendre. Et c'est ça. Et puis, tout a commencé quand j'ai un ancien ami, un gros dealer, qui m'a appelé parce qu'il était en Alsace. Il ramassait des choux parce que l'Alsace est très réputée pour les choux. Et du coup, il était dans les champs en Alsace et puis il avait besoin d'aide. Fait qu'il m'a dit, ouais, salut, tu veux pas venir ramasser des choux? Puis j'ai fait, bah, ouais, vas-y, ok. Fait que là, j'ai traversé toute la France, parce que d'Angoulême en Alsace, c'est vraiment là. Et puis il me rappelle, puisqu'il m'avait appelé vers 15h.
À 17h, la valise était faite. Je descends et le prévôt, il me voit. Puis il me fait, qu'est-ce que tu fais? Ben, je pars. Mais non, tu peux pas partir. Oh oui, je pars là, c'est fini, là, c'est bon. Mais tu peux absolument pas faire ça. C'est pas, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas dans les règles. Puis je l'ai vraiment regardé. Au Québec, on dirait genre, ah ouais, ben, check-moi bonne allée. Moi, j'ai pas dit ça parce que je connaissais pas le Québec, mais en tout cas, fait que, c'est ça. J'ai pris mes valises, je me suis barré et le voyage là, il a commencé. Donc, je suis parti en Alsace. J'avais une amoureuse aussi. On a voyagé un petit peu. On est allé en République tchèque. J'ai bougé à plusieurs places en France. Sur le pouce, beaucoup sur le pouce. Et tout au long que tu faisais ça, tu faisais des numéros, tu faisais de Non, l'art encore. non, Ok, tu non. faisais Là, je pas de faisais des l'art. job-in. Ok. Là, c'était à ce moment-là aussi, je trouvais ça vraiment merveilleux, en fait, le principe d'apprendre plein de métiers pour se rendre compte. Tu sais, genre, je voulais savoir ce que les gens vivaient en usine. Il fallait à tout prix que je travaille dans une usine pour me rendre compte. Euh, je voulais savoir, je trouvais ça cool le paysagement. Tu sais, je trouvais ça cool, tu sais, d'être paysagiste, fait que je voulais être paysagiste. Je trouvais ça cool, c'est ça, je voulais travailler dans une imprimerie, j'ai travaillé dans... Je voulais faire genre un maximum de métiers différents. Tu sais, je voulais être éboueur, je voulais être manager, je voulais essayer plein d'affaires. Et tout au long de ma vie, bon, ça fait longtemps que j'ai arrêté, ça fait longtemps que je fais juste du cirque, mais c'est juste que jusqu'à ce que je fasse vraiment juste du cirque, j'ai menti sur tous mes CV pour faire une job parce que je voulais essayer, tu vois. Et puis et du coup on m'a pris, tu sais, on m'a pris comme chef cuistot dans un resto. Je suis absolument pas chef cuistot. On m'a pris comme manager dans un resort de millionnaires. Mais voilà. Oh ouais, mais parce que j'ai menti sur mon CV. Et puis finalement, tu sais, une fois que c'était bon, tu sais, il fallait connaître des logiciels, des trucs comme ça. Fait que une fois qu'ils m'ont dit oui, c'est bon, t'as la job. Oh putain, merde. Fait que là, je vais sur Internet, puis j'essaie de regarder des tutos, tu vois. Faut quand même que j'apprenne comment ça marche, tu vois. Oui. Et je suis toujours reparti avec des lettres de référence. J'ai plein de lettres de référence. Ça se passait super bien. Pas parce que j'étais bon, mais parce que j'étais volontaire, puis j'étais souriant, puis j'étais drôle. Mais tu voulais apprendre. Ouais, ouais, je trouvais ça cool. Humainement, c'est vraiment juste dans l'humain. Mais ça, tous ces jobs que j'ai faits là, donc pas les premiers, comme tu disais, là, genre, mais à partir de la première fois où je suis venu au Québec, euh, là, je mettais le cirque et la musique. Donc là, j'avais des petites job-in, mais je faisais toujours de la musique et du cirque tout le temps à côté. Donc c'est ça. Fait que c'était un petit mix entre je veux pas avoir une vraie job et avoir l'art comme passion, mais je veux que ça soit à peu près égalité. C'est-à-dire que je veux pouvoir continuer aussi de voyager. Donc des fois, bah, il y a des billets d'avion à payer, ça coûte cher, puis je veux pouvoir manger. Donc j'avais une petite job que j'ai toujours tripé. Tu sais, quand j'allais à l'usine, là, j'y allais en souriant, j'y allais en sifflant, je m'étais fait des amis, puis c'était cool. Tu sais, genre, j'étais content de repartir parce que je savais que je voulais pas faire ça, tu sais, mais, euh, mais quitte à le faire, je vais le faire avec le sourire. Donc dans chaque job, ça a toujours été comme ça, genre. Et c'était super intéressant, c'était bénéfique, puis moi ça m'a ouvert l'esprit par rapport aux gens, tu sais, parce que moi j'ai grandi dans une charcuterie, mais tu sais, ils avaient de l'argent, tu sais, c'était des gens ils avaient de l'argent, mes parents, quand même, d'une certaine façon, tu sais, on n'était pas aristocrates, là, ou bourgeois, là, mais tu sais, on était en dessous, mais c'est juste que puis il y avait des gens qui galéraient vraiment dans la vie. Puis ça me touchait beaucoup. Puis moi, j'en ai une famille de droite, là, hein. Puis je suis très de gauche, moi-même. Bah, pas maintenant, j'ai toujours été de gauche, en fait. Mais c'est juste que, du coup, se rendre compte des gens qui vivent à côté de toi, j'avais besoin de le vivre. Puis c'est pour ça aussi que ça m'a amené à voyager dans des pays pauvres après, tu sais. J'avais besoin d'avoir ce contact-là avec des gens qui n'ont aucune idée de savoir ce qu'ils vont manger le soir. Et quand ils se réveillent le matin. Puis c'est ça, fait que j'avais envie d'approcher, puis que le désir de voyage, il a été assez rapide. Au début, donc la première fois que je suis venu au Québec, ça a été facile parce que ça parlait français, puis que c'était quand même un pays riche, donc je me suis dit, bon, tu sais, c'est un premier voyage, genre où je suis tout seul avec mon sac à dos. Et puis assez rapidement, je voulais être tout seul, tu sais, fait que je suis parti vivre dans la forêt pendant 3 mois et demi sur l'île de Vancouver où je savais pas qu'il y avait des ours. Je faisais moins le malin après. Mais tu es chanceux que t'as pas trouvé un ours. Oh, j'en ai vu plein. Pour de vrai. Mhm. Puis le monde était-tu gentil avec toi?
un peu partout ou tu as vécu aussi des bonnes, des mauvaises expériences? Il y avait des bons, il y avait des plus cons. En règle générale, j'étais chanceux, j'attirais vraiment les gens super gentils. Les gens qui voulaient m'aider. Parce que tu sais, j'ai traversé le Canada sur le pouce quand je suis revenu. On y est allé la première fois avec des gens que j'étais en colocation à Lévis. Puis, et ça a été, c'était très drôle ça d'ailleurs. Mais c'est juste comme, tu sais que tu fais des rencontres dans la ville. Puis, puis là, je me suis retrouvé dans la ville de Québec, puis je voulais juste comme rencontrer des gens. C'est juste ça, je voulais juste comme, ok, je connaissais pas l'accent, je connaissais pas les, 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 les mœurs, je connaissais pas la ville, je connaissais pas, je voulais juste comme les yeux grands ouverts apprendre tout ce qui peut être pris, tu sais. Et du coup, j'ai rencontré ces gens-là qui étaient tous, quasiment tous, toutes et tous inscrits à la faculté. Et il n'y a personne qui y allait parce que c'était que des musiciens. Donc du coup, on était juste, on habitait à 11 dans un petit appartement, quasiment pas de chauffage là, puis genre, on faisait de la musique, on faisait de la musique, puis on faisait la manche, genre à Québec l'hiver, tu sais, genre en plein hiver, là. Puis sur le ferry, Lévis-Québec, c'était génial, c'était merveilleux. Et ces gens-là, donc deux d'entre eux, j'ai voyagé, ils voulaient faire pousser du pot en Colombie-Britannique. Fait que, ils avaient déjà bien fait pousser, fait on a traversé tout le Québec avec genre, je sais pas moi, 75 pieds d'herbe sur le capot de la voiture. On a traversé tout le Canada comme ça. Et puis eux, ils sont partis dans la vallée des Canagan pour planter ça. Puis moi, je suis parti de mon côté. Parce que ouais, c'est ça, j'avais juste envie d'être tout seul, vivre dans la forêt, puis de trouver une petite job justement. Fait que j'étais dishwasher dans un restaurant là-bas. Et puis tous les jours j'écrivais, fait que j'écrivais des textes, je faisais du surf, c'est ça. Puis je devais combattre un gros démon, c'est un de mes premiers gros démons que je devais combattre. Euh, j'ai fait une retraite de méditation qui s'appelle Vipassana, juste avant de partir sur l'île de Vancouver. Et, euh, et moi, mais j'avais jamais médité de ma vie. J'avais jamais fait une minute de yoga parce que je trouvais ça chiant. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis carnassier, genre, je mangeais beaucoup de viande avec des parents charcutiers. Et j'ai beaucoup besoin d'attention, donc je pose des questions. Enfin, tu sais, j'ai besoin de parler aux gens. Et là, j'ai fait cette retraite de méditation où tu dois faire 10 heures de méditation par jour, pendant 10 jours, aucun contact avec personne. Même quand tu es à table, tu dois demander ton sel, tu peux pas regarder les gens. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses, ça. Je trouvais ça très intéressant. Je le referai jamais parce que j'ai trouvé ça très difficile. Mais j'ai fait toutes les 10 jours et je le conseille à certains qui doivent éventuellement exorciser certains démons. Et ce démon-là que je te parle, c'était la mort d'un cousin à moi qui était très, très, très. On était vraiment. On était proches. Il avait 3 ans de plus que moi. C'est avec lui que j'ai fait mes premières conneries. C'est avec lui que j'ai fumé mes premiers joints. Et on se faisait des petites surprises. Et c'était quelqu'un de super important pour moi. Brut, quelqu'un de brut un peu, mais qui t'apprenait. Il venait de la campagne et tout ça, profonde. Et puis moi, mettons, je venais le voir en voiture chez lui. C'est comme un 5 heures de route, je pense. Et puis je lui faisais une surprise. Puis là, il m'avait dit, bah, tu sais, la prochaine fois, tu me verras pas arriver non plus. Et puis, ben, je l'ai pas vu arriver. Il a voulu me faire une surprise et il s'est pris un arbre à quelques kilomètres avant d'arriver chez moi. Et il est mort sur le coup. Et du coup, ça m'a hanté beaucoup, beaucoup. Ça a été très difficile. Je trouvais ça vraiment, vraiment difficile parce que moi, à l'avant, je croyais beaucoup en mes rêves. Mais genre, ça me faisait faire des trucs de fou, quoi. Toutes mes blondes avant 19 ans, j'ai rompu avec toutes mes blondes à cause d'un rêve. C'est fucké, hein. Genre, si jamais elles arrivaient dans mon rêve puis elles me mettaient une claque, dans ma tête, je me réveillais un matin et je me disais, oh, elle va me faire du mal, faut que je rompe. Mais ça se peut-tu que tu avais un sixième sens très développé Non. ou non? Tu penses que... Non, non, j'ai aucun sixième sens développé. Je pense que j'ai absolument aucun sixième sens. C'est juste que une partie de moi qui devait trouver ça beau d'écouter ses rêves, mais sur le tableau, c'est joli, tu sais. Mais dans la vraie vie, ça te fait faire des trucs bizarres. Donc moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup mes rêves et ça m'a fait faire plein de trucs cons, mais plein de super belles choses aussi. Ça m'a fait faire vraiment des trucs que jamais j'aurais pu faire, mais j'avais pas le choix parce que je les rêvais, quoi. Donc fallait que je le fasse.
Et du coup, c'est pour te dire que l'importance des rêves était très, très, très complexe pour moi, tôt, à peu près vers 14 ans. 14 ans, ça a été très compliqué, les rêves. Et, euh, et du coup, et ben là, je revivais la mort de mon cousin. Et c'était super trash. C'était vraiment trash. Parce que c'était pas très très loin non plus de chez nous. Parce que j'ai encore la vision au garage de la voiture. Parce que c'est ça fait que j'ai rêvé de ça pendant des mois. Et des mois, là. C'est genre, c'est plusieurs fois par semaine. Le même rêve qui se répétait C'est ou jamais ça a exactement le changé? même, mais c'était plus ou moins pareil, ouais. Mais c'était pas exactement le même. Mais oui, 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 il y avait beaucoup, beaucoup de sang, il y avait beaucoup de ça, des dernières paroles, euh, des, comme dans des films d'action, hein, tu sais, genre des fois, des explosions, les arbres en feu. Enfin, tu sais, c'était trash, là. Tu sais, Intense, c'était oui. fucking intense, là, genre. Puis j'avais essayé des trucs, j'essayais de me calmer, j'avais pris des petits. Bon, les médicaments, c'était mes médicaments, hein, donc, le LSD, ça marchait pas. Non, non, mais dans le sens que, tu sais, genre, j'ai essayé de trouver des trucs, ça marchait pas, c'était nul. Et puis là, quand je suis arrivé au Québec, il y avait ma soeur et mon beau-frère qui étaient là. Et quand j'étais arrivé, j'ai décidé d'arrêter de fumer, puis d'arrêter de boire. Donc je buvais quand même un petit peu, beaucoup. Pourquoi t'as pris la décision de rester sobre? Par Même curiosité. côté drogue? Ouais, ouais, Ouais. mais tu sais, juste par curiosité. Parce que tu sais, genre, ça faisait des années qu'on fume 10 joints par jour. À un moment donné, il se passe quoi quand tu le fais pas? C'est vraiment juste curiosité. Vraiment, parce que ça allait bien, tu sais, ça allait bien, tu sais, genre, je vivais bien, je faisais mes trucs. Mais j'avais envie de voir ce que c'était quoi c'était quoi la différence. Certainement un peu de fierté, de me dire il n'y a personne qui me possède. Tu sais, genre je suis pas atteint, je suis pas euh, comment on dit Tu voulais te prouver que t'avais pas une dépendance, dépendance, ouais, mettons. c'est ça. Ouais. Voilà. Donc du coup, on a fait une énorme, énorme soirée la veille de mon départ. Et puis j'ai pris l'avion à 4 heures du matin, complètement bourré dans l'avion, genre vraiment déchiré. Je suis arrivé et hop, c'était complètement terminé. Je prenais plus rien. Et du coup, euh, et du coup, les premières semaines, ça a été difficile aussi pour ma soeur et pour mon frère parce que je dormais pas, parce que je faisais des cauchemars. C'était difficile d'arrêter autant soudainement. Ça faisait des années que tu Euh, consommais, non? Ouais, ça faisait des années. Mais c'était difficile. Oui, ouais, ça a été difficile. Mais c'était moins difficile que d'arrêter parce que je prenais plus de. Là, je faisais juste du joint et de l'alcool, c'est du vin, et des fois Calvados. Mais c'était moins difficile que d'arrêter les extasies, tous les acides, tout ça. Ça, c'était plus difficile. Ça, c'était autre chose. C'est comment arrêter? La drogue, l'alcool. Je trouvais ça. Mais tu sais, j'ai pas été dépendant j'ai pas été dépendant aux acides pendant des années et des années. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, mais condensé. Ok. Tu sais, genre vraiment, en 9 mois, là, j'en ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est comme ça que je suis dans la vie, tu sais, je suis un peu extrême. Tu sais, je passe du blanc, noir, enfin, tu sais, genre, je suis vraiment. Et quand je prends une décision, souvent, c'est ça. Je le fais parce que dans ma tête, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc, tu sais, le jour où il a fallu que j'arrête de prendre les drogues dures, c'est parce que j'ai eu un gros bad trip où j'ai fini tout seul en sang sur une grosse rue et je me prenais pour Rambo quoi, j'étais à fond. Je venais de regarder le film puis j'étais à fond dedans. Waouh, fait toujours super speed puis là je me suis rendu compte que wow, ok, waouh, ouais là c'est trop là, ça marche pas. Donc le lendemain j'avais arrêté directement. Je savais qu'il y avait un petit démon qui me disait ah, c'est certainement que c'est un petit peu trop, mais je faisais pas de mal à personne. Puis tu sais, j'avais eu mes premières relations sexuelles. Enfin, tu sais, tout était beau, tout était cool. J'avais des soi-disant amis euh, qui m'offraient les drogues que je voulais. Fait que tu sais, je vivais dans une sorte d'utopie bizarre où je me laissais porter. Parce que, anyway, c'est ça, j'avais pas d'appui des parents, j'avais pas d'écoute forcément. Puis j'aimais bien aussi ce petit côté, je sais pas, il y avait c'est comme une deuxième vie un peu, tu sais, genre à l'école j'avais mes vrais amis, c'est que j'aimais beaucoup, puis il y avait les autres amis, puis les uns connaissaient pas trop les autres, donc je trouvais ça, ok, je vis mes trucs à moi, puis en même temps, si jamais j'avais besoin de soutien ou quoi, tu sais, j'avais mes vrais amis qui étaient là, puis c'est ça, j'ai eu de l'aide après là.
Donc, tu étais conscient que tes amis des fêtes, mettons les amis fêteux, c'était pas des vrais amis comparativement aux amis que tu avais à Ouais, bah j'en l'extérieur étais. de... Je trouvais que c'était facile. C'était facile de les avoir. C'était des jeunes bourgeois, ils avaient plein de pognon, de papa, maman, puis ils m'offraient ce que je voulais. Mais surtout, ils m'offraient l'attention que je désirais, parce qu'ils me trouvaient très drôle. Donc du coup, plus ils me donnaient des cachets, plus j'étais drôle, tu sais. Donc, puis petit à petit, j'avais l'impression qu'ils m'aimaient vraiment, tu sais, qu'ils me trouvaient vraiment cool, tu sais. Et je pense qu'il y en avait quelques-uns Penses-tu qu'ils qui... t'aimaient? J'en sais rien. Pour vrai, je sais pas. Je sais pas si j'étais plus une attraction parce que, parce que j'aimais bien leur poser des questions aussi. Tu sais, j'aimais bien savoir comment ils allaient. J'aimais bien, fait que, tu sais, euh, il y en avait quelques-uns qui se livraient parce que dans ces soirées-là, les gens, c'est très superflu. Tu sais, les gens, ils se livrent pas, ils disent pas machin. Mais en fin de soirée, il est 8 9 heures du matin. Moi, j'étais encore un peu speed, puis j'allais voir les gens, ah, ça va, tu sais, je nettoyais les vomis des autres en chantant, tu sais, genre, ouais, t'inquiète, c'est bon, ça va bien se passer. Et puis du coup, c'est là que tu sais, les gens sont un peu plus vulnérables, fait que, tu sais, j'utilisais ça pour savoir, bon, puis ça va, puis ta semaine, t'es-tu correct? Ça va, ça va-tu mieux avec tes parents? Est-ce que tu... Donc j'essayais, mais il n'y avait pas grand monde qui me posait des questions à moi, c'est vrai. Donc du coup, tu sais, je me disais que peut-être j'étais un peu utilisé, et je m'en suis servi. Puis maintenant, tu sais, je m'en suis servi après je sais pas, comme pas une arme, mais comme quelque chose qui, ok, j'ai eu ça, c'était une expérience, je vais grandir de cette expérience-là. Et puis voilà, tu sais, ça va m'aider à plus avoir grand-chose à prouver à personne, ça va m'aider à, tu sais, au fur et à mesure à me développer, tu sais. Une expérience un peu intense, mais bon. Puis là, tu as commencé à faire les pouces partout. Mm. Puis comment ça s'est passé? Ben là, en fait, moi je commençais à faire du pouce quand j'avais 16 ans en France. Un petit peu, là, pas plein, mais un petit peu. Et puis après, je l'ai vraiment développé au Canada la première fois que je suis venu. Donc c'était en 2003, 2004. Et c'était incroyable. C'était cool. Tout le monde voulait m'aider. Euh, Puis j'avais des techniques aussi, tu sais. J'ai élaboré des techniques de stop. Je voulais que les gens me trouvent cool, tu sais. Je les attendais avec un bouquet de fleurs. Tu sais, dès que j'arrivais, ils avaient un bouquet de fleurs dans leur voiture. Je leur disais, mettez-la la tête en bas, comme ça va faire des fleurs sèches, puis vous allez pouvoir les garder longtemps. Puis, tu sais, je mettais un petit peu de parfum. Non, mais tu sais, des petites conneries comme ça. J'avais ma guitare, et je restais sur le bord de la route comme ça, puis je chantais avec ma guitare jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'avais la meilleure technique du monde, tu veux que je te la dise? La meilleure technique ever, là. Quand tu fais des équilibres sur les mains, là, tu prends un signe, tu mets nord, sud, est, ouest, hein, peu importe. Tu te mets à côté d'une lumière, ok? Et quand la lumière est rouge, tu mets cet insigne-là sur tes pieds, puis tu fais un équilibre. Il n'y a jamais personne qui s'arrête pas, là, c'est sûr qu'il y a forcément une voiture qui va te trouver rigolo et qui va s'arrêter. Donc ça, c'était ma technique ultime, là. Donc, ouais, matin, midi, soir, la nuit, je faisais du stop tout le temps. Puis je rencontrais quasiment que des belles personnes. Il y a une personne à un moment donné qui roulait trop vite. J'aime pas la vitesse, donc du coup je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux m'arrêter là, s'il te plaît? Et puis il m'a traité de fif. Je comme le mec, aucun. Ok, bah si tu veux, c'est pas une insulte. Bye, ciao. Et sinon, un autre bonhomme qui m'a pris sur le pouce et qui m'a dit, genre, au bout de 2 minutes, tiens, prends une pilule de Viagra, comme ça, moi j'en prends une, puis comme ça on peut se masturber. Je fais, ah, non, mais arrête-toi là. Regarde, on va s'arrêter maintenant, ça va être correct. Et c'est juste ces deux-là, tu sais, que je me rappelle en un an de stop, tu sais, genre, fait que, tu sais, c'était cool, là. J'ai rencontré juste des belles personnes qui m'ont amené chez eux pour qu'on mange ensemble, qui voulaient me proposer le gîte, le logis, tout ça. Fait que c'était vraiment que des belles expériences. Mais tu faisais énormément confiance au monde. Ouais, Quand même. Parce que tu rentrais à leur ben, voiture, tu ben, t'ouvrais à eux autres, tu les écoutais. c'était... T'avais pas de malice? Non, moi, j'ai aucun malaise et au contraire, c'était... en fait, je vivais dans une belle naïveté. Tu sais, c'était un monde qui était pour moi merveilleux et parfait parce que il m'apportait quelque part. Tu sais, genre, il m'amenait machin. Et moi, il y avait vraiment il y avait vraiment une période
je voulais, jamais j'aurais pu, parce que hors de question que je retourne aux études, mais j'aimais vraiment le petit côté psychologue. J'ai aucune notion de psychologie, puis je sais pas. En fait, pour moi, le psy, c'était juste comme écouter la personne, puis en toute bienveillance, en toute empathie, essayer de l'accompagner vers un raisonnement que je trouvais sain. Donc, moi, c'était ça, tu sais, faire un peu le psy. Et en fait, quand tu rentres dans une voiture, qu'il y a quelqu'un qui te prend sur le pouce, si tu poses les bonnes questions dans le bon rythme, là, tu sais, en laissant un peu du temps, tu parles de toi, tu te livres un peu, et après, tu te permets de poser quelques questions. Fait que des fois, tu sais, c'est des trajets qui peuvent être 30 kilomètres, mais j'ai eu des 600 kilomètres, hein. Donc, tu peux être longtemps avec la personne. Et puis, bah, moi, le but, c'est que la personne aussi, elle se libère, quoi. Donc, donc, je leur posais plein de questions sur eux, leur enfance, leur femme, leur enfant, leur vie sociale, leur vie amoureuse, leur vie professionnelle. Je posais des questions sur tout. Mais je voulais pas rentrer trop, je voulais pas péter une bulle. Donc, je déconstruisais un petit peu la bulle, je la rendais un petit peu malléable, dans le seul but qui était. Mais ouais, tu sais, on a pleuré des fois, on a ri, on a, tu sais. Donc, les gens, ils se livrent très facilement parce qu'ils savent qu'ils vont jamais te revoir. Ils vont jamais te revoir. C'est comme un. Tu sais, la particularité d'un psy, c'est que tu le connais pas. Tu sais pas c'est quoi sa vie, tu sais pas c'est quoi. Tu peux te livrer facilement parce qu'il te connaît pas, il va pas te juger, tu sais, il est là pour faire son métier. Puis tu le payes. Ça fait partie du processus d'un psychologue. Faut que toi, tu donnes de l'argent pour qu'il y ait un processus de travail. Je pense que tu sais. Donc moi, il me payait pas, mais tu sais, il me faisait un livre. Tu sais, genre, fait que c'est vraiment cool, là. Et en plus de ça, je me suis jamais forcé. Je me suis jamais forcé. Je trouvais ça super excitant de leur poser des questions. J'étais attiré par l'être humain, tu sais, par ce qu'il peut me donner, par ce que je peux lui donner, par ce partage-là. C'était juste super beau, magnifique et encore une fois, une belle, euh, une belle naïveté dans cette belle utopie qui existait avant. Cette naïveté, comme tu l'appelles, es-tu parti à un moment donné? Ah ouais, elle s'est brisée en mille morceaux. Oui? Ah oui, c'est brisé. Ouais, ça a pris 6 heures de temps. Tout ça s'est évaporé complètement. Et, euh, ça a été un des trucs difficiles au début, c'est que des fois, quand tu vis un truc, tu dois passer par plusieurs étapes pour un trauma, tu sais, genre, tu dois passer par plusieurs étapes. Puis les post-traumas, une des premières étapes, c'est de te rendre compte que, ok, la vie ne sera plus du tout pareille en fait. Ce sera plus jamais pareil. Tout ce que tu as pu connaître, tout ce que tu as pu engranger, tout ce que tu as pu sculpter, c'est fini ça. Donc ça change ta perspective de choses à Mhm. 100%. Ouais. Ça revient plus jamais comme avant. Non, Non? non, c'est fini. Tu gardes évidemment des affaires comme, tu sais, je crois en. Je crois que l'humain peut être très beau, je crois que. Enfin, tu sais, bien sûr, ça change pas. Mais avant, je croyais que l'humain pouvait être que beau. Tu Et comprends? Et du coup, le monde, il est vraiment merveilleux quand c'est comme ça, parce que tu fais du stop tout le temps. Dès que tu rencontres quelqu'un, enfin, tu sais, t'as peur de rien en fait. Tu sais, j'avais peur de rien. J'avais pas peur de me faire, je sais pas, de me faire racketter. J'avais pas peur de. Parce que je me disais, oh, ouais, bon, je me suis déjà fait racketter, tu sais, 2 fois quand j'avais 12 13 14 ans. Puis, c'est un peu intense, et ça te shake un peu, mais bon, allez, ils sont plus malheureux que toi. Enfin, tu comprends, tes gens, t'essaies juste de comprendre un peu plus leur malheur à eux, puis c'est correct, c'est pas grave. Donc, ça reste encore un petit peu gentil, empathique, tu sais, genre, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis t'as une belle petite harmonie de art derrière tout ça, puis c'est chill, tu sais, genre. Mais parce que aussi, je fais partie des. On va se le dire, là, je fais partie des fucking chanceux de la vie, là, tu sais. Crime, j'ai grandi en France. Je suis blond, j'ai les yeux bleus, j'ai tous mes membres. Euh, mais bon, j'ai peut-être pas un haut potentiel intellectuel, mais tu sais, je veux dire, je fonctionne bien. Tu sais, j'ai grandi à la bonne place, je suis au bon moment. Tu sais, je suis un chanceux de la vie déjà à la base. C'est très facile pour moi de voir la vie douce, puis toute rose, avec, tu sais, tout est angora, tout est tout doux, là, partout. C'est facile. donc ta perspective, ça fait ton genre de tour de 180 degrés.
Ça passait vraiment d'un côté à l'autre, là. Ouais, bah tu Après, sais, qu'est-ce qui s'est arrivé? c'est certainement un peu radical là quand je te dis que ça a tout changé parce que j'avais quand même des petites notions. Il m'était déjà arrivé des affaires, tu sais, genre, ben, comme oui, tu sais, la mort de mon cousin, comme d'autres expériences un petit peu traumatisantes que j'ai vécues et qui me disent, ah putain, l'être humain, il est capable de ça. Ah, fait chier. Mais je passe à autre chose parce que je sais pas absolument pas pourquoi, mais je passe à autre chose. J'ai une belle faculté à tourner les pages. Résilience. Ouais, ouais, je suis très bon là-dedans. Donc, du coup, je passe à autre chose, puis je me dis, ok, allez, c'est pas grave. Et cette fois-ci, ça n'a pas été possible. Non, non, c'est ça. Donc, tu sais, je vivais dans une belle naïveté, en ayant peut-être un tout petit peu conscience que, enfin, je veux dire, on regarde les infos, il y a la guerre, enfin, tu sais, il y a la guerre, il y a tout ça, la famine, tout ça, donc tu peux pas être complètement naïf. Mais c'est juste que ça t'atteint pas toi, tu comprends? Donc, du coup, de façon très égoïste, j'étais naïf. Je te comprends, on pense jamais que quelque chose peut nous arriver. Des fois, on est dans notre monde, on le voit de l'extérieur, mais Ben ouais, c'est ça. Tu sais, genre, moi je me rappelle beaucoup de la guerre au Kosovo. J'y étais pas, genre, je me rappelle de cette guerre-là parce que j'ai vu les images, puis que waouh, tu sais, ça m'avait un peu genre, ah, ok, il se passe quoi? Mais à cet âge-là, j'étais jeune la guerre au Kosovo, fait que je me rappelle juste des images, mais je me rappelle pas du contexte politique, je me rappelle pas de tout ça, je me rappelle pas ce que l'humain était capable de faire, je me rappelle pas du peu d'entraide, en tout cas, tu sais, tout ça. Donc ouais, ça m'appelait pas. Puis, tu sais, quand j'ai commencé un peu justement à voyager, tu sais, genre à essayer de me mettre dans des situations comme, je sais pas moi, peut-être dormir sous les ponts, tu sais, genre, parce qu'à un moment donné, j'étais en voyage en Indonésie, puis on m'a volé tout ce que j'avais, et du coup, j'avais plus rien, fait que je dormais sous les ponts, puis c'était intéressant, mais encore une fois, j'étais chanceux parce que j'avais toutes mes membres là, tu sais, ça allait bien, j'ai une faculté et j'avais un. Tu sais, je peux avoir une guitare, puis je vais faire de l'argent dans la rue parce que c'est possible de faire de l'argent quand tu fais. Enfin, tu sais, j'avais ça, donc j'étais optimiste, tu sais, j'étais toujours optimiste. Et, euh, et c'est ça. Après, l'optimisme avec la vieillesse, avec l'expérience, tu sais, tu te rends compte que, waouh, putain, que le monde il pue des fois, il sent vraiment pas bon, puis c'est comme ça. Faut jouer avec ça. comment ça s'est passé cet incident qui t'a fait arrêter de croire un petit peu à la bonté des humains pendant un petit bout? Mm. Ben, envers les humains, j'ai eu un premier choc quand, tu sais, les parents sont très trad, sont très genre, tu te teins pas les cheveux, t'es genre, c'est comme, oublie ça. Si tu te fais des piercings à l'oreille, je sais pas, t'es un sale type, enfin, t'es comme. Et puis, et du coup, moi j'aimais bien je voulais les brasser un peu, fait que quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à me teindre les cheveux. J'ai eu les cheveux teints pendant peut-être 6 ans, plein de couleurs différentes. Et à un moment donné, donc là j'avais 16 ans exactement, et je suis parti dans un tatoueur pour me faire un tatouage de Limp Bizkit. My God, heureusement que j'avais pas l'argent pour le faire celui-là, parce que j'aurais pas aimé, j'aurais pas aimé l'avoir celui-ci aujourd'hui encore. Donc du coup j'ai pas pu faire le tatouage de Limp Bizkit parce que j'avais pas d'argent. Et avec l'argent que j'avais, le mec m'a dit bah tu peux faire un piercing à l'arcade. Donc je me suis fait un piercing à l'arcade. Et, euh, et là je me suis vu face à face. Là je me suis vraiment. J'ai été face à face avec deux personnes qui est absolument hors de question que leur enfant il ait ça sur sa face. À cause du regard des gens, tu sais, c'était des commerçants dans un petit village. Fait que, oh, vous avez vu le fils du charcutier, machin, déjà il a les cheveux teints, mais en plus il a des pantalons baggy, il a des colliers avec des boules, il est bizarre et tout ça. Skater. Puis, Donc, t'as senti le jugement ouais, des toujours, gens? ça c'est sûr, il y Ouais. a du jugement. T'es dans un petit village, il y a du jugement dans un petit Mais village. c'est ça qui t'a aidé aussi à t'en foutre un petit Ouais, peu, à après. faire ta vie puis te Oh mettre ouais. en premier en fait. Oh ouais, certainement que ça m'a aidé beaucoup, c'est le jugement, parce que même quand j'allais à l'église, j'avais les cheveux teints. J'étais un enfant de cœur avec les cheveux teints. Donc je voulais faire comprendre aux gens, mon cœur là, il est à la bonne place, là, tu sais, parce que j'y crois, parce que je viens à l'église comme ça.
Évidemment, je me faisais pas mes pics, là, je faisais une petite coiffure, là, tranquille, mais c'est juste que j'étais encore, voilà, en tout cas, j'avais les cheveux teints. Mais tout ça, c'était pour dire que mes parents, ils ont eu un acte super violent envers moi. Et là, je me suis juste comme capté que, ah putain, ok, l'être humain est capable de ça. Mais pas n'importe quel être humain, tu sais, l'être humain qui t'a mis au monde, là. T'es juste comme, waouh, vous êtes vraiment déconnecté. Et ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont pris dans une salle de bain et je devais retirer ce qui était comme une prothèse, mais j'arrivais pas à la retirer, c'était compliqué, parce ils me forçaient à la retirer, ils voulaient pas que mon grand-père le voie. Donc c'est encore une fois le regard de l'autre. Ils voulaient pas que mon grand-père voie ça avec mes oncles et tantes. Et du coup, je leur disais, mais je peux pas la retirer, je suis désolé. Non. Et du coup, ils sont partis chercher une tenaille rouillée dans l'atelier de mon grand-père, qui est dans le fin fond de la Creuse en France, là, tu sais, genre le premier voisin, il est à 30 km. Là. C'est vraiment perdu, là. Et mon oncle est parti chercher la tenaille, il a fait le tour, il a grimpé pour passer par la salle de bain. Mon père me tenait les mains, ma mère me tenait la tête et mon oncle m'a arraché mon, mon piercing. Et j'ai eu un hématome avec une Ouch! tenaille rouillée. Ah, tu sais, la rouille, le sang, euh, comment ça s'appelle cette maladie-là là? Bah, tu sais, le fer là, merde. Je sais pas comment ça La, s'appelle, tes- la- mais la tête de quelque chose. Ouais, c'est ça, tu sais. En tout cas, une maladie qui est pas cool avec ça, ok? Puis du coup, je trouvais ça un peu abusé que mes parents, ils étaient prêts à, tu sais, genre, tu sais, c'était un acte vraiment violent. Puis à partir de ce jour-là, moi j'ai commencé à la détester. Et du coup, je leur en ai fait baver après. Ça a été vraiment un acte qui a fait, ah ouais, ok, d'accord. Vous avez été capable de ça? Check mon bon aller là. Je vais prendre toutes les drogues possibles. Je vais faire tout ce que je veux là. Genre, On dirait que t'étais tellement choqué après eux autres que tu le sortais en plus sur toi, en certains sens, hein? ben ouais, parce que tu sais, tu passes des parents qui ont aucune communication. Tu sais, il y a pas de, il y a rien, il y a pas de communication. Tu sais, genre, ça n'a pas été, mais même, tu sais, genre aujourd'hui, tu sais, je te dis, je vais avoir 40 ans, je veux pas reproduire. Tu sais, c'est logique. Puis encore une fois, je le dis, mais tu sais, les parents de mes parents étaient pires. Donc déjà, eux, ils ont fait leur effort, ils ont changé des affaires, tu sais. Mais comme je te disais, c'est ça. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai jamais eu un coup de téléphone de mon père. C'est jamais arrivé. Peu importe partout dans le monde, peu importe ce qui m'était arrivé, il savait ce qui m'était arrivé dans certains. Il m'a jamais appelé. C'est pas pour ça qu'il m'aime pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mhm. Il a jamais appelé son frère, sa soeur. Ils sont pas dans la communication, ils ne parlent pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr que je sais que ça lui a fait du mal. Savoir que quelque chose m'est arrivé, que ça m'a fait mal, ça lui a fait du mal. Je le sais, je le sens. C'est sûr. Mais ma mère, elle a grandi un peu au fur et à mesure. Tu sais, elle était un petit peu plus dans la communication. C'est pas évident, mais c'est ça. Mais, euh, mais du coup, depuis cet acte-là, je me suis dit, ah putain, l'humain, ouais, ouais. Parce que ça m'était arrivé directement. Tu comprends? Tu sais, c'est pas la guerre qui est à 500 km, 700, 1000 km. Là c'était un truc qui m'était arrivé violent à moi, de façon très égoïste. Là, je l'ai pris super personnel. Je fais quand même, ah ouais, ok, ça c'est noté. Maintenant, là, je vais faire tout ce que je veux, mais tout en étant respectueux. C'est-à-dire que, tu sais, genre après, ils étaient encore dans la restauration, et il fallait que je les aide, parce que depuis qu'on est tout petit, on les aide. Donc là, tu les aides, mais tu les haïs. Tu comprends? Fait que je voulais encore être respectueux avec eux, mais c'est pas vrai qu'ils allaient commander ma vie ou quoi que ce soit là. Genre, j'allais plus les écouter et je les ai plus vraiment écoutés en fait. Ouais, je crois. À part s'ils avaient besoin de moi. S'ils avaient besoin de moi, je vais toujours être là. Je vais être là. Je suis leur fils. Je veux pouvoir être là. À part s'ils me demandent des trucs à con, là. Mais je veux dire, donc j'étais là pour les aider dans leur commerce. J'étais là pour les aider. Mais c'est ça. Mais ça a été donc c'est ça, une bonne grosse baffe par rapport à l'être humain. Puis, et après, ben, c'est ça. L'autre grosse baffe, c'est venu à la rencontre de personnes quand tu fais du pouce. Donc, tu fais des milliers de kilomètres sur le pouce, parce que moi, mon but ultime, c'était de faire le tour du monde. Et c'était trop cool comme but. Tu sais, j'avais 20 ans,
j'avais une super bonne énergie, je voulais faire des bisous à l'univers entier et de façon très 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 volontaire. Tu sais, dès que j'arrivais dans une voiture, ma deuxième phrase c'était je peux conduire si jamais vous voulez vous reposer. C'est genre j'ai conduit beaucoup beaucoup, j'ai conduit tu sais les camions avec deux grosses remorques là, les semi-remorques énormes là. Et ça prend des gros permis pour ça là genre. Je conduis ça moi en Australie, tu sais. Parce que moi je rentre je rentre dans le camion puis je lui dis si tu veux, bah, je propose ça aux gens, si tu veux, je peux conduire ton camion. Il me fait Alright man, let's do it. Je suis comme oh merde, putain, je disais ça pour rigoler, tu vois, je vais pas conduire ton énorme camion. En tout cas, tout ça pour dire que j'étais vraiment volontaire et du coup ça m'a fait rencontrer beaucoup de personnes parce que dès que tu es volontaire et que tu es souriant, que tu veux aider, les gens ils vont tout offrir. Tu sais, genre, parce que c'est du partage, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment cool. Et du coup, c'était juste, c'est ça, c'était juste parfait, merveilleux. Donc des milliers de kilomètres à travers quelques pays, ça a été trop cool. Et jusqu'au jour où tu tombes sur un con, quoi. Tu tombes sur quelqu'un qui est malade dans sa tête, qui a des, je sais pas c'est quoi ses traumas, parce que j'ai pas forcément voulu m'intéresser à sa vie parce que je voulais m'occuper de moi. Mais, mais, mais ouais, mais c'est ça, tu sais. Ça partait d'un bon sentiment, j'imagine, parce qu'il m'a pris sur le pouce. Il m'a amené dans une de ses soirées avec sa famille. Avec sa famille. Il y avait sa tante. Mais avec ce C'est pas l'air sa famille, normal, hein. tu trouves? Ouais, il était Ouais. super gentil. Pour vrai, il était chill, là. Jamais j'aurais pu penser quoi que ce soit. Tu sais, il était gentil, il était chill. Euh, il me disait, je sais pas exactement à quelle heure il m'avait pris, mais il me disait, ah, bah écoute, tu sais, moi, j'allais chez la famille, là, mais si tu veux, tu peux venir, on va boire deux bières, puis après, tu sais, moi, je rentre à la maison, puis tu pourras crécher là, si tu veux, tu sais, genre. Je suis comme, alright, cool. Puis ça faisait pas longtemps que j'étais parti euh, de Rotorua, donc c'est une ville qui est en Nouvelle-Zélande, parce que, comme je te disais, je m'étais fait voler tout mon argent. Donc là, il a fallu que je traverse toute l'Australie sans argent et quasiment. Et j'avais déjà acheté mon billet d'avion avant de partir en Indonésie. Donc du coup, j'ai pris hop, l'avion, je suis arrivé à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et puis bah là, j'ai fait du pouce pour sortir de la ville. Et puis j'ai dit à la personne, arrêtez-moi là où vous pensez que je peux rebondir un peu, quoi. Et il m'a arrêté dans cette ville qui puait, Rotorua, parce il y a beaucoup de vapeur de soufre. C'est très volcanique et tout ça. Et du coup, je suis resté là-bas 3 mois. 3 mois, 3 mois et demi, je crois, à essayer de refaire un peu d'argent, à essayer tout ça. Et au bout après ces 3 mois, c'est là que j'ai été d'ailleurs euh, manager dans le resort de luxe. C'était très très drôle ça parce que j'avais pas d'argent. Fait que j'avais fait il y avait Cactus Jack, c'était un backpacker de Rotorua où j'avais frappé à la porte, je leur ai dit j'ai pas d'argent, est-ce que je peux travailler un peu pour vous, je nettoyer la cuisine, faire les chiottes, puis en échange vous m'offrez un lit, tu sais. Juste le temps que j'ai un peu plus d'argent. Ils me font, ah, ok, vas-y. Fait que là, j'ai commencé, fait que je récurais les chiottes tous les jours, puis après, je cherchais du boulot. Et je faisais la manche dans la rue, je faisais un petit peu de cirque et un petit peu de guitare, un peu plus de guitare. Et puis là, j'envoie un CV justement dans un super hôtel. Et ils me prennent. Et c'était très drôle parce que j'ai commencé à travailler pour eux, mais ils me payaient pas. Ça a pris du temps avant qu'ils me payent. Donc du coup, le peu d'argent qu'on m'avait filé, je m'étais acheté un costard cravate avec des belles chaussures dans une friperie, mais en tout cas c'était beau. Puis et le jour, je parlais avec des millionnaires, tu sais, j'étais vraiment manager, puis tu sais, genre j'accompagnais les clients, j'étais vraiment, je marchais comme ça, je me rasais, tout parfait. Et une fois que je terminais ça, bah, je rentrais à l'hôtel, puis je récurais les chiottes, quoi, tu vois, parce qu'il fallait que je paye mon lit. C'était hilarant d'avoir accès à tous ces millionnaires-là, puis leur façon de vivre, et puis tu revenais, ils me deux mains dans la merde pour déboucher leur truc, là. Donc c'est ça, fait que juste après avoir vécu ça à Rotorua, c'est là que j'ai fait le stop, et je me suis pas arrêté très loin, parce que ce mec-là, il m'a pris en stop juste après. Ça a été, je sais même plus combien, peut-être 100 kilomètres là, genre. Donc c'est ça. Fait qu'il m'a amené dans une soirée où il y avait des amis à lui et il y avait sa tante. Et puis voilà, on a bu un peu. C'était tranquille.
Ouais, ouais, c'est tranquille. J'ai vu que il y en avait qui avaient fait des champis. Mais bon, c'était des champis. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui m'avait vraiment alerté. Enfin, tu sais, genre, le champi, c'était mignon, hein. Donc, ouais, c'est ça. Puis après, tu sais, genre, peut-être qu'éventuellement, il avait pris une bière de trop pour conduire pour rentrer chez lui, mais c'était pas si énorme que ça, tu sais, genre, il avait l'air d'être tout là, tu sais, genre. C'est Fait ça, que, il n'y avait pas des gros red flags, je non, pense. non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Et puis c'est ça. Puis finalement, après, on a débarqué donc chez lui. Mais son chez lui, c'était pas, il n'y avait pas de maison. En fait, il vivait au milieu d'une forêt, loin, éloigné, et il avait une caravane, petite caravane pourrie, et il avait deux chiens violents. Et il était violent lui parce que les chiens ils sont arrivés, fait qu'il a jappé, ça jappait, ça jappait. Tu sais, genre moi j'étais quelqu'un de nouveau, fait que bon bah c'est un chien et tout ça. Mais lui il les a tapés. Tu sais, lui il a donné une grosse mandale au chien. Tu sais, tu vois. Puis là je suis comme oh ok, ok, bon. Mais c'est tout. C'est genre, parce que bon, bah, c'est un mec qui sait absolument pas éduquer des chiens. Ça en fait pas c'est pas un terroriste non plus, là, t'es genre, mais c'est atroce, puis c'est cave. Ok, bon, bah, tu viens de baisser fois Dans 1000 dans mon l'estime, estime, ouais. là. Mais, tu sais, je veux dire, regarde, je viens ici pour dormir, je vais dormir, tu sais, et puis je me barre le lendemain matin, je vais jamais entendre parler, c'est fini. Et puis voilà, quoi. Fait que ça c'est pas exactement passé comme ça. Parce que dès qu'on est rentré dans sa caravane, il m'avait dit qu'il y avait un endroit, tu sais, genre, il m'a dit qu'il y avait de la place pour dormir, tu sais, il y avait plusieurs lits et tout ça. Puis ben, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait un lit, puis qu'il y avait comme une sorte de semi-banquette, canapé, slash, je sais pas, comme dans une caravane, là, tu sais, c'est pas clair, là. Si tu la table, si tu un canapé, je sais pas trop. Donc c'est ça. Et puis, fait que, écoute, il était tard, là. Moi, je commençais à, tu sais, hop, j'ai retiré mon sac à dos, j'ai reposé ma guitare. Et puis, je me suis. J'ai ça, j'ai retiré mes chaussures, je commençais à m'installer sur la banquette. Il fait non, non, mais c'est bon, va dans le lit. Tu sais, genre, tu vas pas dormir là. Je fais, non, 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 c'est bon, tu sais, je vais dormir sur le truc, je suis correct. Non, 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 mais viens, attends, t'as vu, il est super grand, t'inquiète, c'est bon. Je suis comme. Tu sais, il était un peu insistant. Puis, moi, je suis encore dans ma truc de naïveté, hein. Je suis encore dans mon monde où c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non. Même à tu sais, même après ce que mes parents m'avaient fait, tu sais, genre, je pouvais pas leur dire non, parce que j'estimais que non, je suis qui pour dire non. Fait que, ok. Et en fait, je pense que ça, ça, ouais. Mais dire non, on dirait que c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Avec les années, des fois, quand on a Ouais. de la misère à dire non, il faut s'apprendre à dire non. C'est fou. Ah ouais, c'est toute une. On devrait être éduqué là-dessus, tu sais, genre. Comme à l'école, devrait y avoir des cours d'empathie, il devrait y avoir des cours de non, il devrait y avoir des cours de oui, il devrait y avoir tu sais, toutes ces matières-là qui n'existent pas, mais qui Oui. sont primordiales dans la vie. C'est ça. Et du coup, dire non, on n'a jamais. Mes parents n'ont jamais appris à dire non non plus. J'ai grandi dans une famille qui ne sait pas dire non. Ok? Donc, comme par rapport au, je sais pas, moi, au travail, oui, oui, on va pouvoir vous faire ce traiteur-là. Oui, on va pouvoir faire ça. Tu travailles beaucoup parce que tu sais pas dire non. Et oui, on va essayer de baisser le prix. Oui, on va aider ça. Oui, tu sais. Donc, du coup, j'ai grandi là-dedans. C'est ça que je connaissais. Moi, je fais ce que je connais, tu sais, genre. Tu sais, me dire que le petit blond bouclé, yeux bleus, leur, il regardait ce gars-là en lui disant non. Tu sais, c'était pas impensable pour moi, tu sais. Puis, tu sais, c'était un Maori. Tu sais, les Maoris en Nouvelle-Zélande, tu sais, ils sont charnus, gros tatou, il avait des dreadlocks. Je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu imposant, tu vois. Genre, je suis comme, bon, tu sais, moi je suis tout frêle, là, tu sais, je pèse 10 kilos tout mouillé, avec mes petits trucs, avec ma petite naïveté plein les yeux. Je suis comme, bah, tu sais, j'ai déjà dormi avec mon frère, j'ai déjà dormi avec des potes, là, tu sais, en soirée, dans la tente, ou comme, bah, c'est pareil, là, tu sais, fuck off, ok, let's go. Fait que, du coup, je m'installe dans le lit. Puis, ben, c'est là que tout a comme commencé, puis c'est là que tout a fini. Ça a été, ça n'a pas mis beaucoup de temps. Il, il s'est collé très rapidement. Je me décollais. Je lui demandais qu'est-ce que tu fais. Il me disait t'inquiète. Puis je disais ok garde, ça marche pas là. Je suis désolé si t'as cru que genre
c'est peut-être flatteur, mais non, non, pas du tout, du tout. Tu sais, j'ai toujours été hétéro. C'est pas ce soir que ça va changer. Désolé. Et puis là, j'en ai rien à foutre. Et puis là, ça a commencé à être vraiment plus violent. Tu sais, genre. euh, Où il s'est juste retourné, il a ouvert son tiroir, il a pris un gun, et puis j'ai entendu le. Oui. Donc c'est ça. Donc ça a tout commencé, puis ça a tout fini. C'est ça, tout a fini là. Et les premières paroles, c'était, tu sais, suck my dick. S'ensuit des heures et des heures avec un fusil sur la tête à faire tout ce que, tu sais. Donc il y a eu des périodes où il se rendormait un peu. Y a-tu des périodes où tu pensais juste le confronter ou non? Ben en fait, Comment t'as réagi? ça a été, je suis pas, tu sais, c'était tellement nouveau et improbable. Je suis pas je suis pas un Jackie Chan, moi là. Tu sais, tu vois, tu sais, je sais absolument pas comment faire. Je déteste toute forme de violence, tu sais. Genre une mouche, je veux pas lui faire. Enfin, tu sais, j'ai jamais tripé sur la violence et tout ça. Et du coup, tu sais, genre j'ai fait quelques années de judo, je suis parti parce que c'était trop violent. Tu sais, le judo, c'est pas non plus du kickboxing là, tu vois, le judo, donc c'était donc du coup, je savais pas quoi faire, déjà d'une. Puis quand tu sais pas quoi faire, t'as peut-être peur de le faire mal et que du coup, il y ait comme une. Donc, je me disais juste, ah, je sais pas, je sais pas. Puis il y avait, tu sais, cette fameuse tu sais, cuillère qui a duré vraiment longtemps parce que fallait pas que je bouge. Si je bougeais, je le réveillais, puis c'était reparti. Tu comprends? Il était comme insatiable, genre c'était bizarre. Et, et du coup, je bougeais pas, je bougeais pas. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et tout le coussin était imbibé, mais complètement. Et il dégoulinait sur les draps. Je me rappelle vraiment cette image-là. Le coussin était genre rempli de larmes, là, genre. Et longtemps, tout le temps, ça arrêtait juste pas. Et je devais être déshydraté le lendemain, moi. Vraiment, j'ai jamais pensé à ça, mais putain, ça devait être fou. Et, euh, et du coup, je voulais pas bouger. Et je me rappelle que quand j'ai vidé mes poches, il y avait mon canif. J'avais toujours un canif de voyage, là, tu sais, parce que t'as un canif, là, tu sais, un couteau. Et c'est le seul bond que j'ai failli faire. J'ai pas fait de grand-chose, là. J'ai juste eu un élan, genre, man, je le prends, je le plante. Je le plante, Asti, Chris. Faut que quelqu'un le fasse, je veux dire, parce qu'il va faire du mal à plein d'autres mondes, lui. Et mais j'ai pas le courage. Je suis incapable de planter quelqu'un, tu sais. Fait que j'ai bougé, ça l'a réveillé. Donc, il y a tes valeurs qui t'ont pas laissé continuer. Il y a quelque chose qui t'a arrêté, qui t'a dit non, c'est pas toi, genre. Bah ouais, les valeurs de. Hmm. Bah, il y a les valeurs de Jésus, tu tueras point, j'imagine qu'il y avait un petit peu ça. Non, mais il y avait surtout beaucoup de peur. J'étais effrayé. J'avais juste super peur, je savais pas quoi faire, j'étais complètement. Je savais pas quoi faire, quoi. J'étais complètement comme une biche sur la route devant des phares, quoi. Tu sais, t'es figé, tu sais pas quoi faire, tu sais, t'as un truc qui t'illumine, mais c'est pas de la belle lumière, là, tu comprends? Tu sais, c'est pas une belle petite lumière tamisée, là, c'est comme une sorte de gros flash qui te fige complètement tout ton corps, ton cœur, ton âme, là, il y a tout qui est figé. Puis du coup, c'est ça. Fait que, tu sais, toute cette nuit-là, elle s'est déroulée comme ça. Figé. Ouais, figé, à pleurer. Le lendemain matin, il devait être 6 7 heures. Puis il s'est assis sur le lit en se prenant la tête et en marmonnant des. Comme s'il se parlait un peu à lui-même, comme un peu choker, là, un peu fou, un peu, je sais pas trop là. J'arrivais à déceler des trucs genre, bon, qu'est-ce que je fais avec lui, qu'est-ce que. Tu sais, genre, tu comprends? Et, euh, et c'est ça, c'était pas perceptible de fou, mais c'est clairement ça qu'il disait. Ouais, c'est vraiment.
As-tu réussi à dormir Ben pendant la nuit? non, 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 Pas du tout, ben hein? non, c'était impossible. Non, 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 tout ce que je faisais, c'est que j'essayais de pas bouger. C'est le seul truc que je pouvais faire, c'est essayer de pas bouger. Il dormait comme ça, hein, ok? Il a tenu. Il était là, il tenait. C'est genre, il Oh. aurait pu me tuer sans le savoir, en fait, c'est sans le vouloir même. T'es genre, comme il fait un mauvais rêve, il a tchoum, ah, bam. Parce qu'il y avait le coussin, ok? Puis là, il était là. Fait que des fois, il changeait de place. J'avais le fusil dans le dos. Des fois, fait que dès qu'il bougeait, à un moment donné, je sais pas, parce que j'étais souvent de dos, fait que peut-être des fois, il l'avait peut-être posé un peu plus loin pour me prendre, puis tout ça, si tu veux. Mais mais, euh, mais il me faisait bien me rappeler que le métal était pas très loin, tu vois. Tu comprends? C'est juste comme, il m'avait juste à appuyer dessus, tu sais, genre. Et du coup, c'était ça, tu sais, genre, ma seule échappatoire qui me restait. Là, on s'entend que là, je suis dans le milieu de la forêt, là. Il y a personne au monde qui sait où je suis. Personne. Parce que je donnais jamais de nouvelles à personne, la famille, tout ça. Puis même si tu cries, qui Ah, va t'entendre au milieu de la forêt? non, il n'y a personne, il n'y a personne, 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 Donc, tu personne. étais conscient là, que tu étais Ah, je suis un peu in the middle of nowhere. il peut m'arriver, il peut m'enterrer sous sa caravane. C'est genre, il peut clairement faire ça, il n'y a jamais personne qui va me chercher là. Tu sais, je veux dire, je suis un voyageur sur le pouce. Je veux dire, c'est sûr. Enfin, tu sais. Fait que là, la seule technique que j'ai utilisée, ça a été atroce. Ça a été très 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 difficile. Mais il a fallu que j'essaie de lui faire comprendre que c'était correct. Wow, comment t'as fait pour faire ça? J'ai pas eu besoin d'utiliser beaucoup de mots. Est-ce que t'as comme rentré dans son genre d'univers où tu fais ce qu'est de l'actuation, mettons? Genre C'est comme de la, si tu sortirais de ton corps un petit peu? c'est de la pure survie, ce que j'ai fait. Ouais. C'est de la pure survie. Genre vraiment, genre, c'est la seule fois, genre, c'est de la survie, quoi. C'est genre, son flingue était juste, était comme à côté. Il juge rien, personne. En tout cas, tu sais, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de calculs dans ta tête à ce moment-là. Tu te dis juste comme, euh, ok, c'est quoi les options? Tu sais, j'en ai, j'en ai pas tant que ça, en fait, tu vois. Parce que je sais peut-être qu'est-ce que je suis capable de lui péter la gueule? Est-ce que je peux lui prendre son flingue pour le tuer? Est-ce que je le plante avec mon canif? Tu sais, même il a déjà tout fait ce qu'il avait à faire, là, tu sais, genre, mais je termine ça comme ça. C'est quoi après? C'est quoi après? Tu sais, je sais pas, tu sais. Moi, je me disais, ok, mais je vais finir en prison. Les prisons en Nouvelle-Zélande, c'est quoi? Est-ce que je vais être rapatrié en France? Est-ce que, tu sais, il y a plein, plein, plein de questions qui se posent quand c'est comme ça, tu sais. Tu te fais plein, plein, plein de scénarios en un quart de seconde. Est-ce que c'est moi qui l'enterre? Est-ce que je me bats? Enfin, tu sais, genre, ça c'était absolument impossible, mais tu vois, mais tout ça, ça travaille, tu sais. Est-ce que. Et finalement, la plus sage et et puis la plus. Je sais pas, la plus sage, la plus. La plus difficile? Je sais pas, la plus difficile. Je peux pas dire difficile parce que. Enfin, j'ai jamais planté quelqu'un, tu vois, j'ai jamais tué quelqu'un et je crois pas que ce soit facile, tu vois. Je pense que ça va être vraiment plus difficile après. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais juste essayer de m'en sortir comme ça, puis après je vais voir. Et ça va forcément être moins difficile de vivre ça que de vivre après avoir retiré la vie de quelqu'un, tu vois, genre. Donc, ouais, si, je peux pas, je peux pas. Puis je sais pas aussi, je sais pas comment on peut faire. Donc, je l'ai travaillé un petit peu en essayant de lui faire comprendre que j'aimerais qu'il me remette sur la route. Que mon voyage continue, qu'on passe à autre chose. Fait que c'est ça. Ça a été super compliqué. Puis là, je me suis rappelé que dans la soirée, il y avait sa tante qui cueillait des kiwis. Et sur la route, en repartant, il me semble que je lui ai dit, ah ben, vu qu'elle recommençait tôt le lendemain matin, il pourra me déposer, puis je peux t'aider gratuitement, tu vois, ça me fait plaisir. T'es pendant 2 heures, je vais t'aider à piquer les kiwis, et puis après, je vais repartir sur la route. Et je me rappelle que je lui avais dit ça. Et, euh, et c'est ça qu'il a fait. Il m'a déposé à l'endroit où sa tante était en train de planter des kiwis. Pas planter Mais t'as quand même bien réagi. Je veux dire, c'est ton la instinct de seule option. survie était Mhm. très réveillé.
Ouais, Mais en c'était même la temps, seule option. ça aurait pu être bon, ça aurait pu être pas bon, parce que tu vois bien que la personne n'est pas stable. Donc c'était risqué quand même. Hmm. Ben ouais, puis c'est ça, tu sais, tu fais tes calculs, tu te dis c'est quoi qui. C'est quoi les options en fait? Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, vas-y, hein, je vais choisir celle-là. De toute façon, à un moment donné, il faut en choisir une. Donc, tu sais, le temps passe vite. Et puis, le mec qui vient de te faire ça, il est assis à côté de toi en se prenant la tête. Il se prend la tête là, tu sais. Il est comme ça, le fusil juste à côté en se disant, bon, qu'est-ce que je fais de lui, tu sais. Donc, t'essaies de lui faire comprendre que faut pas qu'il me tue, tu vois. Tu sais, faut pas qu'il me tue et puis qu'il m'enterre. Que je vais être un allié, que tu sais, je vais rien dire à personne, que je vais. Tu comprends, tu sais, genre. Donc, je me suis échappé comme ça. Ça a été la seule façon que j'ai pu m'échapper parce que j'aurais pas pu partir en courant. Il a deux énormes chiens, ok. Il a un fusil, il court peut-être plus vite que moi. Enfin, tu sais, tu comprends, t'es juste comme. Donc, je peux pas juste comme partir en courant parce que je sais pas où on est aussi. J'ai aucune idée d'où on est, hein. Tu sais, je sais pas, elle est où la route. Il y a un chemin dans la forêt là. À un moment donné, j'arrive sur la route. Je vais à droite, je vais à gauche. J'ai aucune idée. Donc, ouais, donc c'est ça. Puis il m'a amené voir sa tante. C'est drôle parce que j'ai eu un reminder de Facebook avant-hier. Je suis tombé sur la photo de sa tante. Oh my God. Ouais, parce que, parce que elle m'a accueilli. Parce qu'en fait, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à piquer les kiwis avec elle. Puis ça a pris 5 minutes, tu sais, genre, je me suis effondré. Puis elle est venue me demander ce qui s'est passé. Puis je lui ai tout dit. T'as tout dit. Elle est allée voir son patron, elle lui a dit bon, ben moi je prends ma journée off, il faut que je parte. Elle m'a ramené chez elle. On a appelé le, le détective, la police. Ils sont venus, puis ils m'ont amené après au poste. Et puis c'est là que. C'est ça. C'est là que ça a fait que j'ai pris une photo avec elle, ses enfants. Il y avait un enfant qui avait ma guitare avec mon sac à dos et tout ça. Parce qu'ils m'ont sauvé la vie, tu sais, genre. Ils m'ont vraiment. Puis, et puis je voulais pas au début aller chez les flics, tu sais. C'est elle qui m'a forcé à y aller, tu sais. J'étais comme, dude, il va me retrouver, tu sais, genre, je peux pas, tu sais, je sais pas, tu sais. Et j'y suis juste allé parce que ça pouvait pas arriver à quelqu'un d'autre. That's it. Tu sais, moi, c'est trop tard maintenant. C'est courageux quand même que t'as été. C'est vraiment courageux. Ouais, Parce que tu l'as fait pour les autres. ouais, mais il n'y avait pas vraiment. Tu sais, des fois, t'as pas d'autre option, encore une fois. T'as pas d'autre option Mais dessus. t'aurais pu juste Ouais, ouais, on peut le toujours, garder hein. pour toi puis dire j'y vais pas. Mhm. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a il y a toujours des possibilités. Mais, euh, mais non, c'est ça, c'est genre, tu viens de vivre un truc de fou. Dans les premiers trucs que tu penses, c'est quand même, tu veux pas que ça arrive à personne, quoi. Ça peut pas arriver à quelqu'un d'autre. Puis lui est capable de faire ça. Ah ouais, non, lui, enfin, faut qu'il se fasse. Puis si, j'ai jamais cru trop en les prisons, tu sais. Fait que tu sais, il y avait un truc qui se faisait bizarre, tu sais, genre que lui, je vais le mettre en prison pendant des années, mais il va ressortir pire. Parce que j'y crois pas, hein. Je pense que le système carcéral, il est pas bien fait. On leur donne pas ce qu'il faut pour les traiter. Et pour beaucoup de gens, c'est pas des malades, c'est juste des caves. Des- Non, il y en a beaucoup qui sont malades là, puis il faut les aider. Et du coup, c'est ça, tu vois. Donc, du coup, j'ai hésité quand même un petit peu, mais pas tant que ça. Le détective est venu, et puis après, ça a été tout le long processus de, des questions. C'était un questionnaire long et compliqué avec le détective. Et il fallait des preuves, fallait tout ça. Bah, ça n'a pas été très compliqué, hein, je veux dire. Ils y sont allés directement, puis voilà. Mais toi, t'avais pas un voyage de prévu? Tu l'as Bah, moi, poussé un mon petit peu. voyage, j'étais sur le pouce, là. Ok, Moi, je je pensais que t'avais un continuais. ticket. T'as acheté. Non, 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 non. Moi, je partais. En fait, j'avais trouvé un plan pour être prof de snowboard à Queenstown. Ouais, j'ai menti sur mon CV, puis.
Et du coup, on m'avait accepté à Queenstown. Fait que là, c'était sur l'île du Nord, là où j'étais. Et il fallait que j'aille sur l'île du Sud. Et puis, pas beaucoup d'argent, mais j'avais un petit peu d'argent. Pardon. Donc, du coup, après être prof de snowboard, moi, je partais en Antarctique. Je voulais être cuisinier sur des missions euh, de scientifiques. Et par l'Antarctique, après, je revenais par Ushuaia, par tout le Chili, l'Argentine. C'était un tour du monde, hein, tu sais, genre, je voulais. Donc c'est ça. Fait une fois que je suis allé chez le détective, euh, je pouvais pas partir. En fait, eux, ils sont directement allés à cet endroit-là parce qu'il était connu des services. Ils savaient où il était. Ils savaient, et puis sa tante avait son adresse et tout ça. Fait qu'eux, ils sont allés directement et ils ont tout trouvé. Tu sais. Ils ont trouvé son sperme, ils ont trouvé l'oreiller complètement en larmes, quoi, je veux dire, imbibé de larmes. Ils ont trouvé le fusil, ils ont trouvé tout ce que j'avais décrit dans le truc. Mais lui était parti se cacher. Donc du coup, il faisait partie d'une gang qui avait l'air apparemment pas si cool que ça, mais je ne savais pas. Et, euh, et ils l'ont planqué lui aussi. Donc finalement, moi, je suis retourné dans la ville où j'étais, là où je partais, où j'avais quand même quelques amis. Et je me suis fait... Et on m'a caché. On m'a caché pendant de 10, donc c'est arrivé le 13 et je suis parti le 23. Donc on m'a caché pendant 10 jours dans deux maisons différentes, des gens que je connaissais, mais qui m'ont, c'est ça, que je leur en- m'ont sauvé la vie aussi. Là. C'est vraiment, s'ils n'avaient pas été là, Chris, j'aurais pété ma coche. Et, euh, et j'avais pas le droit de partir du pays. J'avais pas le droit de partir de Nouvelle-Zélande. Il fallait qu'ils le retrouvent pour que je puisse comme signer des papiers, genre. Ok. Donc je suis resté jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils m'ont dit ok, c'est bon, tu peux partir. Et puis c'est ça. C'était quoi le sentiment quand ils l'ont retrouvé? Mm. Étais-tu content, t'as eu de la paix ou non? Qu'est-ce que tu Ouais, c'est ressentais? comme si. Tu vois, une enclume, c'est lourd. On va dire que tu en as 400 000 sur tes épaules. Genre. Puis que tu marches, mais que ça se tire quand même, tu vois. Tu sais, c'est comme des enclumes sur roulette, tu vois. Fait, je sais pas, tu sais, genre, fait que, tu sais, ça se tire, mais tout est lourd. Ta vie, tout est lourd. Tu dors absolument pas. Donc, moi, dans la vie, je dors pas. Trop. C'est mon rythme. J'ai jamais beaucoup dormi. Puis ça va très bien, tu sais. Mais j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais là, je dormais pas du tout. Genre, du tout. Et tu pleures beaucoup. Tu ne manges pas. En 10 jours, là, j'étais méconnaissable, livide, blanc. Et du coup, j'étais vraiment fatigué. Et en plus du poids que ça avait. Tu sais. Fait que quand le détective Anderson m'a écrit en me disant on l'a retrouvé, c'est bon, c'est genre, il a plaidé coupable. Il a coupé ce fil-là. Tu sais, les enclumes sont toutes parties à ce moment-là. Pas toutes, il en restait beaucoup, mais une bonne partie. Ça m'a vraiment lesté, là, genre. Puis moi, c'est ça, après, moi je partais, je- comment dire, j'étais très fier. J'étais très fier. Tu sais, genre, moi, ça allait pas m'arrêter. Tu comprends? J'allais pas chercher de l'aide, là. Tu sais, j'allais continuer mon voyage. J'allais continuer de faire du pouce. Puis ma sœur, je l'ai eu au téléphone quand on était chez le détective avec mon beau-frère. Et c'est des gens que j'écoute. C'est des gens que j'écoute beaucoup. Donc, ils m'ont dit non, tu reviens au Québec. Pas tu viens chez nous, là. Tu as besoin d'aide. Viens. T'as pas le choix. J'ai pas assez d'argent pour payer le billet. Mon frère et ma soeur ont mis de l'argent. Et ils m'ont payé un billet. Et je suis arrivé à Montréal. C'était la seule aide que je pouvais trouver. Et puis, il a été jugé super rapidement. Il était en prison. Il a fait de la prison pendant. Je pense que c'était. Il avait pris pour. Je pense qu'il avait pris pour 9 ans, 5 ans ferme. 7 ans et 5 ans ferme. En tout cas. Fait que. Ouais, fait que ça a été ça. Puis il a. Ouais, c'était ça.
Puis une fois que tu arrives ici, une question comme ça, comment tu fais pour te remettre, pour te rétablir? C'est-tu possible d'arriver à un point zéro où tu trouves que c'est ton travail constant? Comment ça se passe le après un traumatisme du genre? Tu sais, c'est par étapes, t'es genre, t'as des up and down, t'arrêtes jamais vraiment ça. T'es genre, t'es sûr que 14 ans après, c'est jamais fini, t'es genre, il y a toujours des trucs. Il y a des choses qui s'estompent, il y a des outils que tu trouves au fur et à mesure, qui n'existaient pas avant, que tu te découvres, puis c'est comme, oh my god. Euh, le meilleur outil, c'était un enfant, Chris. J'aurais jamais cru que d'avoir un enfant, ça change beaucoup de choses. Euh, et, mais c'est ça, c'est vraiment juste comme plein d'outils que tu essayes de trouver au fur et à mesure, c'est plusieurs thérapies. Puis tu passes par des étapes compliquées parce que tu passes d'une étape où genre tout le monde est beau, tout le monde est gentil, belle vie d'utopie, de voyage, de croyances, de rêves. J'étais juste rempli de rêves, j'avais juste ça moi dans la tête, j'avais juste des rêves. C'était comme, ça allait être trop cool la vie parce que je vais juste faire ça pendant des années, ça va être trop merveilleux. Puis je fais rire les gens parce que c'était ça mon but. Quand je me fais prendre sur le pouce, je posais des questions et tout ça, mais j'allégeais un peu leur vie, je la faisais sourire. Puis c'était comme mon seul but là, c'était vraiment ça, là, genre vraiment essayer de créer des sourires. Puis là, c'est fini, tu peux plus sourire. C'est terminé. Genre, c'est excessivement difficile que toi-même tu souris. Qu'est-ce que tu veux faire sourire quelqu'un si toi-même tu peux pas, tu sais. Donc, cette étape-là est compliquée. Tu passes par des étapes difficiles avec des médicaments pour les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, c'était vraiment difficile. J'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Tentative de suicide parce que, parce que, parce que tu penses que tu peux pas avoir ce poids-là sur les épaules. Tu sais. Tu te rends compte juste que je peux pas vivre avec ça. C'est correct, c'est correct. Et je peux juste pas vivre avec ça. Je vais pas vivre malheureux toute ma vie. Je préfère arrêter ça là. Et comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Je vais faire tout bien dans l'ordre, tu sais, mettons, je sais pas. Je vais écrire des lettres aux gens que j'aime, puis je vais leur expliquer pourquoi, que, tu sais, que ça soit pas genre. Mais, mais c'est ça, fait que les tentatives ont pas fonctionné. Euh, Une chance. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. D'ailleurs, je trouvais ça drôle parce que je suis retombé sur mes livres. Moi, j'écrivais beaucoup dans mes livres de voyage, des poèmes, des trucs, puis ce que je vivais. Et j'étais retombé sur une note qui m'avait fait dire merci, merci Jésus. Euh, si j'étais pas, si j'étais pas agnostique aujourd'hui, je serais décédé. C'est parce que je crois plus en toi. C'est parce que je crois plus, je crois pas qu'il y a un paradis, qu'il y a une deuxième chance, une deuxième. Tu sais, c'est grâce à ça que je me suis pas suicidé en fait. C'est grâce à pas être croyant en fait. Si j'avais été croyant, je me serais suicidé. Tu comprends? Mais là, c'est vraiment le fait que, ok, j'ai juste une chance dans la vie, elle est là. Ah ouais, putain, merde. Bon, alors attends, je vais réfléchir à deux fois quand même parce que. Donc, c'est la deuxième fois, en tout cas, ça a été ça. C'était vraiment, putain, ok, j'ai juste une chance, c'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ok, allez, on va essayer de la prendre quand même. Et puis c'est ça, fait qu'après, ça a été tout, en fait, tout est compliqué. Tout est compliqué. Manger, rencontrer quelqu'un de nouveau qui t'adresse la parole. J'ai passé des mois et des mois avec un couteau dans la main. J'avais souvent ma main dans la poche. Tu vois. Si je venais de te rencontrer là, j'aurais fait hop, une main dans la poche avec mon couteau. J'avais peur de tout le monde, j'étais associable, je pouvais pas rire. Et ce qui m'avait fait rire, c'est des amis qui sont venus de France quand ils ont su ce qui m'était arrivé. Ils ont pris un billet d'avion, ils sont venus me voir pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ouais, 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 ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Vraiment, j'ai été super chanceux de les avoir. C'était vraiment cool. Mes parents, dans leur maladresse, c'était bon de les avoir.
parce que tu sais, t'as des parents qui sont pas bons pour la communication. Leur enfant, s'il s'est passé ça, c'est pas pour longtemps qu'ils vont être bons, là. Ils sont toujours pas bons. Mais tu sais dans leurs yeux que ils veulent tout te donner pour que tu ailles mieux. Tu sais, ils m'ont dit reviens en France, on va enfin, tu sais, on va te trouver une voiture, on va essayer de te trouver un appart, on va trouver une job, on va. Tu sais, ils comprenaient pas que c'est absolument pas ça que j'ai besoin. J'ai absolument pas besoin de ça. Ce serait pire. Si j'étais revenu en France, je me serais suicidé, c'est sûr. Mais ils ont essayé. Ils essayaient du mieux qu'ils pouvaient Mais avec bien ce sûr. qu'il y avait, comme toi tu dis là. Exactement. C'est ça qu'ils avaient dans leurs mains. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de m'offrir des choses matérielles, des biens matériels. Puis si jamais je leur avais dit, écoute, j'ai besoin de suivre une thérapie, ça va coûter tant, ils l'auraient payé, là, tu sais. Mais c'est juste que eux, ils vont pas m'aider en me posant la question, bon, alors, tu veux qu'on en parle? Juste de dire ça, ça me fait bizarre. Mais non, c'est pas mes parents, ils sont pas comme ça. Mais, mais il restait quand même touchant. Tu sais. Puis après, j'avais beaucoup de recul. Tu sais, genre, moi, ça faisait des années que je leur en voulais plus. Tu sais, genre, tu sais, je les ai haïs, je te disais, je les ai haïs à partir de 16 ans jusqu'à 20 ans. À 20 ans, justement après Vipassana, après ce truc de méditation, quand j'étais allé vivre dans la forêt avec les ours, là, j'ai écrit une longue lettre stipulant tout ce qu'ils m'avaient fait, ce que je leur avais fait, pourquoi je suis désolé, pourquoi je leur en ai voulu. J'ai vraiment fait 12 pages recto verso, genre, je leur ai envoyé ça. Et hop, après moi, c'était fini. Je leur en voulais plus. Et du coup, notre relation s'est améliorée parce que tu sais, moi, j'étais juste rempli de tu sais, plus de gentillesse. J'avais pas de. Je voulais plus les juger, j'avais plus ce truc-là. T'as tourné la page en fait. Ouais, moi, vraiment. Mais une fois que j'ai compris cette phrase-là, quand je te l'ai dit, là, ils ont fait tu sais, du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Je suis qui pour juger ce qu'ils avaient, comment ils l'ont eu? Ils ont fait leur cheminement, ils en sont arrivés là. Ok, avoir des enfants, ça te fait grandir. Je suis bien placé pour savoir maintenant que j'en ai une. J'ai jamais grandi autant que depuis qu'elle est là, tu sais, genre, dans ma vie. Et du coup, quand tu considères ce point-là, ben, c'est intéressant. Puis je n'ai pas envie de leur en vouloir, j'ai pas envie de mettre cette énergie-là. Tu sais, évidemment, j'aurais préféré qu'ils agissent comme ça, j'aurais préféré qu'ils soient plus attentifs, j'aurais préféré qu'on passe plus de temps ensemble, j'aurais préféré que le travail prenne moins de place. Avec des si, là, c'est genre, s'ils avaient ça, ça aurait été mieux. Si, ouais, regarde, fuck off, là. À un moment donné, c'est ça qui est ça, tu sais, on reste terre à terre. Ils sont comme ça, tu sais, je vais pas tout leur changer, mais moi, je peux leur apporter un peu de moi, puis les faire sourire, puis les amener avec peut-être des petites affaires, des tout petits trucs. Et puis voilà, ça va être un cercle, quoi. J'espère que ma fille fera ça avec moi quand elle va me trouver chiant et vieux. Si tu aurais à donner un conseil à du monde qui ont passé par la même expérience ou semblable, ça serait quoi ta conclusion? Ça serait quoi tes conseils? Bah, les conseils, ils seraient déjà basés sur euh, si tu apprends à te connaître, il y a quand même de grandes chances pour que tu te rendes compte que tu es plus fort que tu le crois. Tu as plus de ressources que tu peux l'imaginer. Et des fois, dans des moments de détresse, on oublie un peu ça. On se sent juste faible. Puis on sait pas trop. Fait que d'essayer d'avoir cette notion de genre, je sais peut-être pas où ils sont, mais où elle est en tout cas, mais cette force est quelque part. Donc je vais la trouver, je vais la modeler, je vais la faire un peu à mon image, puis comment je peux utiliser ça. Puis après, là-dedans, tu vas chercher tes outils. Puis tu les amènes dans cette force-là. Puis tu vas travailler avec ça. Fait que tous les outils sont bons. Il n'y a pas une remède miracle. Ça peut venir des fois d'un caractère. Moi, je suis extrêmement chanceux parce que j'ai toujours été optimiste dans la vie. Depuis tout petit. C'est les seules fois où j'ai quand même été vraiment pessimiste. C'est parce que, genre, j'ai failli me suicider. Tu sais, genre, là, c'était comme, je voyais le bout, puis je me dis, oh, peut-être que si j'arrête ça là, ça sera déjà bien. Tu sais, genre, 20 ans, 24 ans, c'est correct. C'est genre. Mais sinon, c'est pas avoir peur de l'entourage. Moi, j'avais jamais vu de psychologue, et puis je voulais pas en voir à cause de ma fucking fierté de marde, parce que je me disais que j'allais toujours arriver à trouver des solutions moi-même, tout seul. Et donc là, la question s'est pas posée. J'étais arrivé au Québec, puis j'ai eu le droit à des aides du gouvernement pour être suivi. Donc ça, c'était cool. Et prendre le temps.
pas se presser, juste prendre le temps d'écouter son corps, prendre le temps de s'ouvrir. C'est triste, c'est super triste à dire, mais moi, je sais que ça m'a aidé. C'est, tu sais, des fois, dans le malheur des autres, on voit notre bonheur. Ben, moi, ça m'a aidé. C'est-à-dire que j'ai été violé une fois. Ça a été trash, là. Mais ça a duré comme 6 heures. C'était une fois. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours, là, puis qui galèrent. J'ai été entouré. Il y a des gens qui ont pu me cacher. Je n'étais pas tout seul. Parce que ces gens-là, je les avais rencontrés avant, puis quand c'était bien apprécié, on avait créé quelque chose. Et après, il y avait évidemment ma soeur, mon frère, mon beau-frère, tu sais, genre. Donc j'étais entouré. Ils m'ont aidé, ces gens-là, à essayer de trouver des outils. Ils m'ont aidé à me rendre compte que, ok, euh, on, on est là pour supporter. Peu importe les outils, là, genre, tiens, je sais pas, on va te fournir ce qu'il faut pour, s'il faut t'aider. Fait que, essayer de bien s'entourer. Vraiment, c'est important. Parce que tu peux rarement te sentir plus seul que ça dans la vie, là. À part sur ton lit de mort. Tu sais, je veux dire, je sais, tu sais, je fais partie un peu des gens qui, tu sais, on est seul puis on meurt seul, là, tu sais, genre, moi j'ai toujours vécu ma vie quand même de façon très égoïste où j'ai voulu faire ce que j'ai voulu. Ça l'est beaucoup moins depuis que je suis papa, mais c'est juste que c'est quand même très important que moi je fasse ce que je veux, tout en sachant que ça va apporter des belles choses, là, tu sais, je veux pas, je suis pas un méchant, je suis quelqu'un de gentil, mais c'est important que dans ma vie je fasse les choses que j'ai envie de faire. Donc je pense que j'ai toujours beaucoup pensé à moi. Et, euh, et, euh, et là, c'est ça, s'ouvrir aux autres, juste comme accepter que l'aide peut arriver des autres et juste en jaser, parler, écrire, chanter, courir. Moi, je tapais, j'avais une technique vraiment à la con. Pleurer. Ah ouais, pleurer, pleurer, pas ça, genre, c'était un puits sans fond en ce qui me concerne. Mais il y avait des trucs, des fois, de la violence. J'ai été très violent. Où ma technique, c'était un moton de terre qui était juste en dessous de mon appartement, quand j'habitais dans un schlag, là. Et je défonçais ce moton de terre-là. Donc je descendais tranquillement, hop, il y avait le moton de terre, je me préparais, et je tapais très 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 fort là-dedans. J'allais au YMCA aussi, et puis je tapais les trucs. Et je m'en ouvrais les arcades, enfin, tu sais, j'étais en sang, là. Mais, euh, mais une fois que c'était terminé, tu sais, je me faisais mon petit bandage, j'étais tout calme, tout soft, tout posé, tu sais. Même si jamais tu m'avais arrêté pour me demander quelle heure il était, enfin, tu sais, je me serais arrêté avec un grand sourire, puis je serais allé dans mon sac pour regarder mon téléphone. Ah, il est 17h30. Tu sais, fait que vraiment dans mon monde là, mais juste vivre ces moments-là, pas avoir peur de vivre ces moments-là. Parce que quand tu es anti-violence et que tu frappes fort dans la rue à 3 heures du matin contre un moton de terre, là, c'est bizarre, hein, mais c'est super violent en fait. C'est super violent de taper fort, puis là il y a un caillou qui te rentre dans la peau, puis tu peux pas le retirer. En tout cas, tu sais, c'est comme. C'est pas moi, c'est absolument pas moi. Mais. C'est le mais... sentiment. Ouais. Ouais, ouais, c'est le sentiment. Puis je voulais pas lui en vouloir enfin, tu sais, si, je lui en voulais, évidemment, je lui en voulais, mais je veux dire, je voulais pas qu'il lui arrive du mal non plus en prison, tu comprends? J'étais pas dans cette énergie-là. Je voulais pas qu'il se fasse tabasser, qu'il se fasse violer, je voulais pas. Vraiment, loin de ça. Mais après c'est toute la reconnexion avec toi-même, c'est tout ce qu'il y a après. Puis ça, c'est sûr que ça reprend encore un autre 2 heures là, mais tu sais, de revivre après, tu sais, de changer de nom, de changer tout ça. Oui, je pense qu'il faudrait un autre 2 heures. Ah ouais, je parle beaucoup. Ben écoute, je te remercie énormément d'être venu. C'était super intéressant, super pertinent. Puis j'espère qu'on va pouvoir se reprendre pour un autre 2 heures. Ben oui, écoute, on va trouver du temps, avec plaisir. Bravo pour ton projet. Merci!